Je pense que compassion, c'est mon mot préféré de la langue française. Ben ça, puis grelinette, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Je trouve que la compassion, c'est un des ingrédients clés pour vivre ensemble. Je pense que si on cultivait notre capacité à ressentir la souffrance des autres, puis de voir cette souffrance-là comme quelque chose qui fait comme partie de notre expérience humaine, puis de ressentir notre humanité partagée à travers ça, ça nous permettrait de mieux comprendre les autres, leur façon d'agir, puis leur offrir de la bienveillance plutôt que du jugement. Là, tu sais, le genre d'affaires là, qui mène à des grosses chicanes, genre des guerres. En tout cas, je pense que quand on s'y met, cultiver de la compassion pour les autres, c'est pas si difficile, là, surtout pour vous, gens merveilleux qui écoutez ce podcast. Mais tourner la compassion vers soi, mettons, en tout cas pour ma part, moins évident. J'ai comme une voix en moi, une autocritique super présente, puis pas super douce à mon égard. Là. Puis c'est peut-être votre cas aussi, tu sais, la voix gossante là, qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop ça, la voix dans votre tête qui vous remet vos erreurs dans pleine face tout le temps. Là. Mais moi, cette voix-là, j'aimerais ça comme trouver le dimmer dessus. Puis à la place, monter le volume de la compassion que je ressens envers moi-même. Puis je vous avoue, là, bien humblement, je suis pas la meilleure là-dedans. Fait que pour m'aider, puis pour vous aider aussi, j'ai décidé d'inviter la docteure Jade Isis-Lefebvre, qui est une psychologue spécialisée dans l'autocompassion. La docteure Lefebvre, elle a une pratique privée comme psychologue, puis elle offre ses services sous forme de thérapie, de coaching, d'atelier, mais aussi elle a enseigné le yoga puis la méditation, donc elle intègre également la spiritualité, d'une certaine façon, dans sa pratique. C'est une humaine chaleureuse, intelligente, genre not your average psychologue, comme ils disent. Mais vous savez quoi? Moi, Docteur Lefebvre, là, j'ai la chance, le privilège de l'appeler tout simplement Jade Isis parce qu'elle est déménagée à quelques mètres de chez nous il y a quelques mois. Puis, je vous avoue, là, depuis que sa famille et elle habitent ici, il y a comme une espèce de magie dans l'air. On est comme tranquillement en train de tisser la communauté que je cherche depuis des années. Je suis tellement contente qu'elle soit dans ma vie et bientôt elle sera dans la vôtre aussi. Je suis certaine que vous allez adorer cette conversation-là avec la fabuleuse, la merveilleuse docteure Jade Isis-Lefebvre. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Quand on s'est rencontrés, moi, j'avais aucune idée de ce que tu faisais. J'étais comme, c'est ma voisine qui porte des salopettes. Elle a l'air vraiment cool. Puis finalement, tu m'as dit, je suis psychologue, puis tout ça. Puis là, je suis allée voir un peu ce que tu faisais, puis tu avais fait ta thèse sur l'autocompassion. Puis c'est un mot qui résonne beaucoup pour moi. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais en même temps, j'ai jamais pris le temps de plonger dans l'autocompassion. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très nourrissant pour beaucoup de gens. Puis je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas saisir cette opportunité que tu sois à quelques minutes de marche de chez moi. Puis, fait que c'est ça, je voulais juste te dire merci d'avoir accepté. Ouais, merci de partager ton cœur et ton audience avec moi. Je veux dire, je me sens vraiment choyée d'être ici avec toi. J'aime ça commencer avec cette question-là parce que, tu sais, des fois, on a étudié dans quelque chose, on est spécialisé dans un sujet, mais des fois, on est à une saison de notre vie où on est animé par d'autres choses. Fait que je suis curieuse de savoir, comme, en ce moment, dans cette saison-ci de ta vie, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ta mission maintenant, si je te pose cette question-là en ce moment? Je dirais que ce qui m'anime, c'est vraiment de tenir l'espace, comme on disait, de hold space, de créer un espace pour les gens qui puissent se déposer, de se permettre de grandir, d'explorer qui ils sont. Puis c'est vraiment plein de niveaux. Là. C'est pas juste comme dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie aussi, dans le travail à la matrescence, découvrir qui je suis moi, de me permettre d'être une nouvelle personne aussi avec la naissance de mon enfant. Et je pense que c'est ça qui répond comme plus généralement. C'est quoi qui m'inspire? C'est la vie. La vie en général. Mais c'est ça, tu as un enfant là qui a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Fait que tu es en plein dedans. Vraiment. Puis pour moi, juste le processus de matrescence, ça m'a tellement fait face à moi, ça m'a tellement fait face à l'amour, à comme le pouvoir de voir quelqu'un grandir. Puis déjà, ça m'intéressait vraiment comme dans ma carrière. Mm-hmm. Mais de là, parce que moi, d'être parent, c'est toujours quelque chose que j'ai pensé, c'est une possibilité pour moi, mais je suis pas née comme en voulant être mère. Mm-hmm.
Fait que de devenir mère, tu sais, de passer au maiden au mother, comme certaines personnes disent, ça a été vraiment intéressant pour moi, puis comme vraiment une belle découverte. Puis de découvrir mon enfant comme il est aussi, tu sais, de lui permettre ça, puis d'essayer de comme comprendre qu'est-ce que moi j'impose sur lui, puis qu'est-ce que lui amène lui-même, tu sais, de mieux me comprendre moi pour que je puisse créer cet espace-là de créativité à lui. Ouais. Sans m'imposer sur lui. C'est vraiment dur. J'ai une question qui monte de pure curiosité personnelle, OK? Vas-y. Mais parce que là, tu parles de ça, puis je me dis, mais ça c'est comment d'être, tu sais, t'as beaucoup d'outils, t'es spécialisé, t'accompagnes plein de gens, puis après ça, toi, de vivre justement une matrescence, une transformation personnelle, d'accompagner ton propre enfant, comme, est-ce que tu trouves que tu es plus justement outillé que la moyenne des gens ou au contraire, justement, vu que tu es tellement consciente de tout ça, que ça rend l'expérience de la maternité plus compliquée? Comme comment tu le vis? Mais c'est une bonne question. Puis je pense que justement, le thème de l'autocompassion m'a beaucoup aidée à travers mon processus. Mais pour moi, je suis pas experte en enfance et adolescence. Et je peux pas prétendre à dire comme je suis un excellent parent parce que j'étudie plein de choses. Tu sais, je pense que j'essaie d'être un vrai parent comme avec lui. Puis c'est sûr que, comme je te disais quand on se parlait plus tôt, quand j'ai commencé à faire comme mon processus dans la psychothérapie, j'ai demandé à ma superviseure, mais oh mon Dieu, comment je vais faire pour avoir un enfant? Tu sais, c'est sûr que je vais le briser, c'est sûr que comme il survivra pas à moi parce que tu sais, comme tout le monde parle de leurs parents en psychothérapie, c'est impossible. T'entends tes clients, puis là t'es comme oh non, je vais être ce parent qui va peut-être briser mon enfant. Ouais, ça m'inquiétait vraiment. Là, puis elle m'a vraiment rassurée, elle m'a dit comme en anglais, you're gonna repair, tu vas réparer. Ouais. T'es humble, tu vas être curieuse, tu vas appliquer les choses qui t'inspirent déjà de la vie, puis tu vas créer avec ton enfant cette vie-là, puis cet enfant-là va t'avoir choisi. C'est un peu spirituel, là, mais à quelque part, on a une dynamique qui se crée ensemble dans notre famille, puis c'est de faire confiance au fait que on va la regarder ensemble, puis on va faire de notre mieux, mais je veux dire, des fois, j'ai vraiment aucune idée. Même encore, je lis des choses, puis je l'applique maintenant à moi, puis à mon enfant, puis à mon couple, puis je me dis, OK, il faudrait que je m'améliore sur ça. Puis des fois, c'est dur parce qu'on a tellement d'informations aujourd'hui. Comment on fait pour trier, puis revenir à ce qui est vraiment important pour nous? C'est tough. Wow, ça me rassure d'entendre quelqu'un qui fait ça de sa vie, dire comme, moi aussi, je suis mélangée, puis je suis pas sûre des fois. Mais on est bon en tant que psychologue parce qu'on n'est pas biaisé quand c'est des gens proches de nous, quand c'est nos enfants, we show up en tant que parent. Je show up pas en tant que psychologue avec mon fils. Là. Est-ce que tu sens que d'être devenue mère, ça a changé quelque chose dans ta pratique en tant que psychologue? Ouais. J'ai l'impression que ma capacité d'amour, de patience, de curiosité, vraiment de patience, c'est sûr, hein, ayant un toddler. Comme on dirait que je suis plus ouverte, je suis plus moi que j'ai jamais été dans la douceur, dans la férocité. En anglais, le mot fierce, c'est comme pas une belle traduction. Ouais. Kristen Neff, elle a comme développé le terme qui est fierce self-compassion. Puis là, hier, je googlais, j'étais comme, c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'explication de fierce en français? Puis féroce, c'est trop agressif, c'est trop négatif. Mais c'est parce qu'on voit genre un tigre. Oui, mais il y a aussi cette partie-là, tu sais, comme une partie de moi qui est sortie, comme des émotions que je savais pas que j'avais, qui sont venues, puis comme j'ai pris ma place, j'ai dû savoir prendre ma place, puis quand j'ai accouché, je veux dire, je criais le mot power, là, c'était comme j'ai pris ma place, puis j'ai pris le power de la vie, puis tu sais, je veux dire, c'est comme un peu intense mon affaire en ce moment, là, mais je sais pas, ça a vraiment tout changé pour moi de devenir parent. Comme ma profondeur, ma capacité d'amour, mon ouverture sur le monde. Tu sais, c'est un microcosme. Oui. On vit les dynamiques dans notre famille qui sont les dynamiques qu'on vit à l'extérieur dans le monde, puis de façon plus large, c'est c'est un beau laboratoire des fois, je trouve, là, qui exacerbe toutes les émotions parce que on se permet d'être vraiment plus nous-mêmes avec les gens qui sont tellement proches de nous. Puis j'ai travaillé avec quelqu'un, puis elle m'a dit « Ah, mais maintenant, comme tu deviens parent, parce que je suis partie en maternité, t'es comme... » Tu sais, on va-tu être capable d'encore travailler ensemble? Vas-tu encore me comprendre? Tu vas tellement changer. Puis ça crée tellement une belle conversation aussi. Parce que, tu sais, comme la maternité, c'est tellement... C'est drôle, c'est tellement comme naturel. Mais en même temps, c'est tellement magique, tellement transformateur que, tu sais, des fois, on oublie c'est juste la vie. Mais c'est nos vies qui changent. Tu sais, d'avoir comme des fois de tenir ces opposés-là, c'est vraiment comme...
c'est intense. C'est toutes les émotions en un. Oui, vraiment, vraiment. On pourra en reparler, mais tu sais, c'est pas le sujet de non, mais c'est pas le sujet, en même temps, ça amène quand même, ça amène vers le sujet parce que, tu sais, être dans l'autocompassion, dans notre parentalité, je pense que c'est vraiment aussi important. Mais tu sais, avant de le parler en contexte, de parler d'autocompassion en contexte, j'aimerais ça qu'on puisse juste globalement un petit peu définir c'est quoi l'autocompassion parce que je t'avoue comme quand j'ai lu ce mot-là puis que c'est le sujet de ta thèse, c'est comme mais c'est quoi tout à fait l'autocompassion, tu sais, puis pourquoi ça t'a intéressé, comme qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Fait tu sais, l'autocompassion, est-ce que c'est un concept, c'est une façon de voir les choses, c'est un outil dans notre boîte à outils personnelle? Tu sais, comment est-ce que tu décrirais l'autocompassion? OK. Ben, est-ce que tu veux que je réponde comment je suis arrivée à utiliser ça ou la définition? Comme qu'est-ce qui t'a amené? Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler à part dans le bouddhisme. C'est comme ça vient de là. Ah, ben ça vient de là. OK, bon, parfait. C'est ça. Fait que dans le fond, Kristin Neff, je vais commencer par la définition, puis j'expliquerai un peu pourquoi ça m'intéresse. Mais Kristin Neff, c'est elle qui a commencé à un peu définir le terme au niveau d'une approche de recherche. Okay. Fait que c'est sûr que c'est là depuis longtemps dans les côtés plus spirituels, dans la religion du bouddhisme, mais c'est pas défini comme pour une personne parce que c'est souvent des communautés qui sont beaucoup plus pas dans l'individuel, plus dans le communautaire. Donc, elle a vraiment défini ça pour faire de la recherche. Puis ça inclut 3 parties différentes, qui est la pleine conscience. Après ça, on a l'humanité commune, je pense que c'est ça la traduction. En anglais, c'est common humanity. Puis après ça, on a le self-kindness, qui est la douceur, la bienveillance envers nous-mêmes. Okay. Donc, tu sais, c'est des grands mots, c'est un petit peu, tu sais, quétaine, fluffy, mais si tu veux comme retenir une phrase, c'est je prends conscience de mes réactions, je prends conscience de moi en tant qu'humain, comme de ma souffrance, je note que je la vis, puis quand je la vis, je me rappelle que ça fait partie de l'expérience humaine, que tout le monde souffre, puis que je me permets d'être gentil avec moi à travers cette souffrance-là. Je me permets d'interagir avec moi d'une façon différente. Hey, juste ça, je pense que ce serait le manuel d'instruction de l'expérience humaine, d'être comme, se le rappeler, là, d'être, je vois que je vis des expériences en ce moment qui sont dures, que je souffre. Tous les humains, notre humanité, c'est ça qui se passe en ce moment, et j'ai de la compassion, de la bienveillance envers moi. Oui, je choisis d'être doux avec moi ou de m'appuyer là-dedans. Puis c'est intéressant parce que c'est pas obligé d'être doux tout le temps. Ouais, j'avoue que quand je pense à l'autocompassion, il y a une petite résistance en moi parce que je vois, je sais pas pourquoi c'est cette image-là qui vient, mais tu sais, quand on était jeune, McDonald's, là, il y avait genre grosse douceur. Tu me regardes là, où est-ce que tu t'en vas avec ça? J'ai pas été élevée au Québec. Là. Non, c'est ça, mais il y avait ça au States ici, là, mais comme c'est un genre de gros bonhomme mauve, là, qui parle toujours comme ça. J'aime vraiment doux. Puis on dirait que je vois ce personnage-là, puis je suis comme, dans la vie aussi, tu sais, il y a beaucoup de feu en moi, parce que moi, il faut performer, puis tout ça, puis on dirait qu'il y a une résistance en moi d'être dans l'autocompassion, des fois, parce que je me dis, mais d'abord, je ferai rien de la journée, je vais juste constamment être tellement douce envers moi. Ben oui, tu sais, fais pas ta job, annule les choses, c'est le droit. Ben oui, c'est ça. Prends soin de toi. Exact. OK, mais c'est pas juste ça, puis en fait, les études aussi démontrent qu'on a des peurs de compassion, d'autocompassion, puis en fait, les peurs, c'est ce que tu démontres. Okay. Donc, on a la peur de devenir lâche, la peur de devenir une mauvaise personne. Égoïste, ouais. Que les gens vont plus nous aimer ou qu'ils vont nous juger, qu'on n'accomplira plus rien. Puis souvent, quand que je fais ces présentations-là en organisation, les gens sont comme « Ah oui, c'est le fun, l'autocompassion, mais tu sais, comment on fait pour appliquer ça ici pour de vrai? » Mais c'est pas de dire comme je vais être toujours doux dans la douceur, c'est je choisis d'être doux avec moi quand j'ai des difficultés, mais je peux choisir aussi de m'aider à prendre action, de me motiver d'une façon différente. Fait que ça veut pas dire que tu vas être là, je fais plus jamais rien, c'est que maintenant tu prends le temps de connecter avec ton énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de faire cette tâche ou ce projet ou peu importe c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive? Tu te permets de poser ces questions-là plutôt que de t'obliger parce qu'il faut que tu performes. Mm-hmm. Fait au lieu, puis justement, c'est vraiment une belle façon de se parler quand on vit des échecs. Puis les études démontrent que quand on vit un échec, si on choisit une approche plus autocompatisante, ben on a plus de succès, on est plus résilient.
puis on est capable de plus vite sortir de notre honte ou notre douleur ou peu importe c'est quoi, puis de prendre action plus vite. Donc, c'est vraiment utile dans le milieu du travail, comme c'est utile dans la parentalité ou même juste dans notre vie à tous les jours. Ouais. Fait qu'en fait, si, disons, je sais pas, là, j'ai fait quelque chose, je le regrette, ou je sais pas, j'ai essayé, puis, je sais pas, j'ai fait une audition, puis finalement, je l'ai pas eu, ou comme au travail, j'ai essayé de faire quelque chose, puis ça a été un échec. Mais si je suis dans mon autocritique, ça va être plus quelque chose où je vais me taper dessus, ça va plutôt m'empêcher d'avancer. Mais c'est ça, de le voir comme ça, je comprends, c'est que si je suis dans l'autocompassion, mais je vais avoir de la bienveillance envers moi, puis avoir le goût de rebondir d'une certaine façon, tu sais, c'est un peu... Mais comme, dans le fond, je veux dire, c'est de comprendre aussi comment on réagit face à l'échec ou on réagit face à nos souffrances. Comme pourquoi on réagit de cette façon-là. Je peux un peu parler de mon processus, ça va vous donner un exemple. Mais dans le fond, moi, j'ai été élevée dans le sport de grande performance. J'étais bonne à l'école, je me mettais beaucoup de pression pour performer. Puis c'est même comme... Je pense que c'est une valeur qui n'était pas nécessairement dit, mais qui était quand même inspirante dans notre famille. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient super successful. Puis, comme surtout mon papa, lui, il faisait sa carrière de rêve, mais il y avait beaucoup de pression dedans. Fait que moi, j'ai compris jeune, tu sais, sans que mes parents m'imposent ça du tout, c'est vraiment pas eux, mais j'ai compris jeune, quand je performe, quand je réussis, je reçois. Je reçois de l'amour, je reçois de l'attention, que ce soit à l'école, dans les sports, que ce soit à la maison, tu sais, peu importe, la performance m'amenait beaucoup dans ma vie. Fait que comment je faisais pour me motiver à me performer, mais souvent c'était en étant, tu sais, peut-être un peu méchante avec moi-même, en me disant, tu sais, qu'il fallait que j'en fasse plus. C'est que j'avais comme un dialogue intérieur en dedans de moi qui me créait vraiment beaucoup de stress finalement quand j'ai commencé à prêter attention. Mais c'est quoi je me dis pour me motiver, pour accomplir dans ma vie. Puis quand j'ai commencé à réaliser que oh wow, ça fait vraiment de la peine quand je me parle comme ça, tu sais, ça me détruit plus que ça me remonte, j'ai commencé à chercher à d'autres réponses. Mais ça a été vraiment un processus qui s'est fait un peu en même temps parce que au début, je vais vraiment plus étudier la posture du psychologue. Si on médite avant de rentrer en rencontre, est-ce que ça change comme la dynamique relationnelle? Est-ce qu'il y a un effet sur la croissance de la personne? Il y avait personne qui étudiait ça dans ce temps-là. Puis mon superviseur, j'ai trouvé quelqu'un finalement que lui était en organisationnel. Puis t'es comme, OK, mais tu sais, ça parle un peu de la pleine conscience. Il y a un nouveau terme, c'est l'autocompassion. Il y a personne qui te dit ça au travail. Tu sais, tu veux-tu faire partenariat avec moi? Puis il était vraiment cool, il était jeune, genre il était full motivé. Puis on s'est mis ensemble en équipe et on a créé comme un genre de petit labo comme autocompassion au travail. Puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, c'était vraiment pas du tout dans l'axe clinique. Mais pour moi, tu sais, qui était tant dans la performance, c'est devenu comme du me-search, là. Tu sais, on dit, au lieu de research, c'est devenu comme un peu un processus pour moi aussi de guérison puis de comprendre comme, OK, tu sais, c'est vraiment un outil qui peut m'appuyer dans ma vie, dans tous les niveaux, là. C'est drôle, on n'avait jamais échangé là-dessus, puis je me rends compte que j'ai une histoire similaire aussi. Tu sais, mon père, c'est une vedette des années comme 70, tu sais. Nos parents, ils nous le disent pas. Tu sais, il y a pas un tableau, puis ils sont comme... Donc, voici, si tu performes, tu vas recevoir de l'amour, mais c'est comme un non-dit dans la famille, c'est un modèle... On est intelligent comme en tant qu'enfant aussi, tu sais, on réalise, là, j'étais la plus vieille de 4, il y avait beaucoup d'enfants, ça bougeait vite, tu sais, c'est jamais mes parents m'ont dit, il faut que tu performes pour que je t'aime, là. Ça n'a jamais été comme dit comme ça, mais on comprend vite en tant qu'enfant. Puis, tu sais, mettons dans ton modèle familial, puis probablement dans le mien aussi, ça a été quelque chose de comme probablement peut-être un petit peu plus présent que dans certaines dynamiques familiales. Mais est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu vois qui est assez récurrent, tu sais, comme performance, faire égale recevoir de l'amour? Tu sais, je pense juste à l'école, par exemple, tu sais, avec un système de notes, puis comme on récompense, puis tout ça. Est-ce que ça contribue aussi à créer ce lien-là dans le cerveau? Là? Ben oui, souvent les gens se mesurent en fonction de leurs notes. Tu sais, c'est facile, c'est simple. Tu sais, moi, je me mesurais aussi par rapport à ma performance dans les sports. Quand je performe bien, ben je suis bonne. Puis quand je performe pas, je suis pas bonne. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ça se fait facilement comme association, mais c'est tellement plus nuancé que ça. Ouais, c'est ça, c'est dans un contexte, tu sais, précis, mettons à l'école ou dans le sport ou peu importe, genre j'ai compté un but, je suis un bon joueur de soccer ou comme je suis bonne à l'école, mais de ce que j'entends puis de ce que je fais juste observer aussi l'impact que ça a eu sur moi,
ça devient un peu le modèle de ma vie finalement là, tu sais, c'est comme je pense à toutes les petites choses que je peux pas être bonne dans tout dans la vie, mais je vais mettre un certain standard dans toutes les choses que je vais faire, dont la maternité, en couple, tu sais, là c'est finalement cette équation là, ce programme là qui s'est mis dans ma tête, mais ça marche sur bien de sphères de ma vie, fait que c'est comme j'ai jamais de break finalement, tu sais, je veux performer dans vraiment tout. C'est beaucoup de pression qu'on se met. C'est beaucoup de pression. Puis ça prend beaucoup d'espace. Puis quand on commence à choisir de juste observer cette pression-là qu'on se met, d'où elle vient, tu sais, je pense que c'est systémique aussi, là. C'est pas juste, tu sais, on est des femmes dans un système aussi qui existe. Il faut quand même qu'on performe. Puis en plus, toi, dans ton domaine aujourd'hui, tu sais, t'es dans la performance à tous les jours. Ouais, ben je me suis juste recréé le pattern. Je on va continuer à faire ça, performer. Je suis bien dedans. Ouais, c'est ça, je suis confortable là-dedans. What I know. Exactement, c'est ça que je connais. Fait que, regarde, on va continuer ça. Puis, est-ce que l'autocompassion, c'est... Parce que, tu sais, moi, dans ma propre démarche, un peu, je pense souvent à tu sais, mon estime de moi, puis comme bâtir mon estime de moi. Puis, est-ce que c'est la même affaire que l'autocompassion? Est-ce que c'est ensemble ou au contraire, c'est comme deux? Comme, peux-tu m'aider à démêler ces deux affaires-là, s'il vous plaît? Mais c'est vraiment différent, en fait. Puis justement, les papiers, comme en 2003-2004, que Kristin Neff, elle a vraiment commencé à expliquer, c'est que c'est différent entre self-compassion, self-pity, self-esteem. Puis l'estime de soi, c'est je suis bonne quand je performe. Ouais. Je suis pas bonne quand je performe pas. OK. Fait que c'est sûr que comme on lit dans les affaires de parentalité, tu sais, il faut encourager l'estime de soi de ton enfant. Oui, on veut encourager une belle confiance, on veut encourager une façon peut-être de devenir des gens qui aiment apprendre, mais pas apprendre à tout prix. Tu sais, pas de se limiter en fonction de est-ce que je vais avoir un succès ou non. Essayer d'enlever l'idée de la compétition. C'est sûr que c'est le fun de performer à haut niveau dans les sports, dans la musique, dans peu importe plein de choses, mais de garder cette joie à travers ça, puis comme de vraiment prendre le temps avec nous-mêmes aussi de voir ben, qu'est-ce qui me nourrit vraiment là-dedans. Fait que l'autocompassion, c'est peu importe si je réussis ou non, tu sais, je suis un humain qui fait cette expérience humaine, puis je me permets, j'ai le droit de prendre soin de moi à travers cette expérience-là. C'est complètement différent. C'est vraiment autre chose. Puis mettons concrètement, tu sais, juste pour donner un exemple, pas nécessairement avec des enfants, ça peut être avec un enfant ou tu sais, nous-mêmes, quand on fait quelque chose, là, je sais pas, mais mettons, je commence à jouer au golf. Non, impossible, j'haïs trop le golf. Ça va pas assez vite pour toi, c'est pas assez créatif. Non, c'est ça, je suis comme, oh non, j'haïs ça. Quelque chose que j'aimerais commencer à faire, du ski alpin, OK? J'en ai jamais fait. Là, j'essaie le ski alpin, puis je tombe, ou comme je suis pas très bonne, ou peu importe. Là, concrètement, si je suis dans une attitude d'autocompassion, c'est un exemple banal puis un peu nono, mais tu sais, que je suis tombée, j'ai un petit peu honte, là, comme, puis je me lève, comment une attitude d'autocompassion versus genre, tout le monde est bon autour de moi, je devrais être capable de faire du ski. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai cet âge-là, puis j'ai jamais fait du ski, comme, tout le monde te regarde. Exact. Qu'est-ce que tu fais? Je suis très familière avec ce monologue intérieur. Mais pourquoi la honte? Ah, c'est une bonne question. Mettons, si je tombe en ski, ben j'aurais honte parce que les autres sont bons, parce que je pense que je devrais être bonne en ski. Je sais pas. La première fois que t'en fais. Ouais, genre, c'est ça. Maintenant que tu poses la question, que tu poses la question, je dis, mais c'est impossible, c'est sûr, tu sais. Ouais, c'est ça. Juste d'avoir pris ces 2 secondes-là, puis ta question me fait dire, ouais, ben c'est normal que tu sois pas bonne, tu viens juste de commencer. Puis quand on commence quelque chose, ben on sait pas le faire. Littéralement, tu viens d'appliquer l'autocompassion. Nice! C'est pas si compliqué, finalement. C'est vraiment un bel exemple. Ouais. Fait que c'est juste de se replacer. Ben, tu sais, mettons, là, je l'ai fait un peu freestyle, là, mais est-ce qu'il y a comme une recette? Là, c'est mon cerveau qui va être structuré. Est-ce qu'il y a comme une structure ou juste ça, c'est de l'autocompassion? Mais ça peut se faire vraiment simplement, comme ça peut se faire dans des pratiques vraiment plus formelles, mais sur le fly comme ça, c'est de dire, OK, t'es tombé en ski, genre, t'as un bâton tu sais plus trop où il est rendu, tes skis sont croisés, t'as la face dans la neige. Dire, wow, j'ai vraiment honte. Tu sais, de remarquer, de nommer ma honte. C'était pas cool. J'ai froid ou comme j'ai un peu mal à la hanche, whatever. Que c'est de nommer, OK, là, je vis ça. Mon expérience, c'est ça en ce moment. Mon expérience, c'est ça. Puis genre, je suis vraiment gênée ou comme j'ai les joues rouges, whatever it is. Après ça, tu dis, OK, mais comment je parlerais à un ami? Tu sais, une question qui est vraiment simple, c'est qu'est-ce que je dirais à mon enfant? Comment je parlerais à quelqu'un que j'aime en ce moment-là? Puis si tu as de la misère à accepter justement cette idée de compassion, mais pense à quelqu'un qui t'aime, qui te parlerait, ou à quelqu'un que toi tu aimes, à qui tu parlerais. Puis tu te dis,
tu donnes la chance. Ben, of course, c'est gênant, tu sais, comme t'es sur la pente d'enfant ou comme, tu sais, je veux dire, tu tombes en bas du chair, t'es sur le chair, il y a des gens sur le chairlift qui t'ont vu tomber, mettons, peu importe c'est quoi, t'es comme, tu sais, ils ont ri de moi, c'est sûr que c'est gênant, c'est un moment gênant, tu sais, de pas te convaincre que c'est pas gênant, parce que ça, c'est juste minimisant. Mais juste te dire, c'est gênant, t'es débutante, c'est inconfortable d'être débutante. Et tu prends le risque d'être débutante aujourd'hui. C'est juste de le nommer. Déjà, on enlève la pression. Déjà, on peut aller trouver un peu plus de joie, un petit peu plus de douceur. C'est comme c'est ça, la pleine conscience d'être présent à ce qui est en ce moment dans notre expérience. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de nommer notre expérience. Après ça, c'est de te rappeler que tout le monde, quand ils sont débutants, c'est awkward, c'est difficile, c'est gênant. Puis après ça, de dire, ben, je me permets ou t'as le droit de trouver ça difficile. Puis juste de te parler comme ça, plutôt de dire, t'es donc ben poche, qu'est-ce que tu fais? T'as vraiment un beau soupe de neige, t'as l'air experte, mais t'es poche, tu sais. Ouais. T'as le style, mais t'as pas le steeze. C'est vraiment moins motivant. Là, je pense pas que moi, j'aimerais ça retourner sur la montagne si c'était ça mon dialogue. Là. C'est ça. Après ça, c'est que t'as juste plus envie d'y retourner. Fait que ça te bloque la joie, là, ça te bloque l'épanouissement, puis comme de faire les choses que t'as envie de faire. Là, moi, je vivais cette expérience-là avec le podcast. J'avais enregistré un genre d'épisode test, là, puis je l'avais écouté, puis j'étais genre « yark ». Personne qui va écouter ça. Puis ça m'a pris après ça 3 ans pour m'y remettre, puis de rebrancher les micros, puis d'être comme non, je vais le faire pour vrai, le podcast. Puis tu sais, je vois comment, si j'avais une attitude d'autocompassion, de me dire, ben, c'est sûr, c'est ton premier, c'est un test, c'est normal, là, comme. C'est ça quand on commence quelque chose. Hein. Je sais pas si tu me donnes la permission de partager, il y a quelque chose qui est monté par rapport à quelque chose que toi t'as fait, comme quand on s'est rencontrés. Est-ce que je peux y aller? OK. C'est rien gênant, au contraire. C'est juste de préparer ça. Je freestyle. Vas-y. Mais, tu sais, ça fait pas super longtemps qu'on se connaît. Ça fait pas longtemps que t'habites comme dans le voisinage, si je peux dire. Puis, on s'est donné rendez-vous à la fin de l'année dernière pour comme on vous invitait à bruncher à la maison. Puis, tu sais, moi, j'étais un peu nerveuse, je voulais bien vous recevoir, puis tu sais, je voulais comme que vous nous aimiez. Puis, tu sais, je vivais ça à l'intérieur, puis je stressais un peu la famille d'être comme genre, on leur fait un bon déjeuner, puis comme, en tout cas, tu sais, j'étais toute dans cette affaire. On est arrivé avec un deuxième déjeuner. Vous êtes arrivé avec un deuxième déjeuner, premièrement, mais t'as dit une phrase, puis ça m'a tellement montré un autre chemin, tu sais, justement une phrase d'autocompassion, t'as dit « Je suis vraiment nerveuse parce que j'ai envie que vous m'aimiez. » Tu l'as juste nommé, puis j'étais genre « Mais qui dit ça dans la vie? » Tu sais, on le vit tout le monde, là, mais comme personne le dit, puis on fait semblant que c'est comme tout est cool, puis là, on a un genre de dialogue un peu bizarre, on sait pas trop par où. On danse autour l'un et l'autre. Par où commencer, hein? Tu sais, souvent on va parler de la météo, comme d'une petite niaiserie pour comme lubrifier le chemin de conversation avec des gens qu'on connaît pas. Puis là, je suis pas capable de parler de la météo. Non, tant mieux. Ça m'a amené la météo, on en revient dessus. Mais tu sais, pour vrai, j'ai trouvé ça fabuleux. Puis depuis, je me dis, waouh, est-ce que je peux m'autoriser à nommer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vivant en moi? Puis, je sais pas, c'est comme, est-ce que quand tu as commencé à faire ça, tu trouvais ça difficile? Là, je suis comme, t'as l'air experte là-dedans. Là, comment est-ce qu'on fait pour parler puis te dire qu'est-ce qui est là? Pour vrai, là, comme j'ai repensé à ce moment-là aussi, parce que je pense que c'est là qu'on est devenus amis. Moi, j'ai fait, oh, j'aime ça! J'ai comme vu tes yeux sont éliminés. Puis, tu sais, j'étais tellement nerveuse pour vrai parce que, comme tu dis, genre, on habite un à côté de l'autre, ça clique, on a des amis en commun qui pensaient qu'on allait cliquer. Puis, tu sais, je sentais qu'il y avait comme une petite pression, puis je voulais juste la nommer que j'étais nerveuse, puis que je t'apprécie déjà, mais en même temps, comme, tu sais, c'est nouveau. Puis, je sais pas, je suis quand même vulnérable dans la vie, tu sais, je me promène vraiment avec mon cœur, qui des fois, ben, c'est dur, mais je prends des risques, puis j'avais pas pensé, là, c'est vraiment sorti spontané, c'est juste comme, et je pense que c'est parce que tu me rends quand même à l'aise, parce que je sais pas si je dirais ça à tout le monde, c'est vraiment, je sais même pas si j'ai déjà dit ça. OK. Peut-être, je sais pas. C'est tellement spontané. Mais après, c'est comme j'ai vu ta réaction, puis je me suis dit, I think we're friends. Ouais. C'était vraiment moi dans le moment. Je sais pas, je l'ai nommé. Je trouve ça vraiment beau, puis on dirait que moi, ça me donne un modèle pour
être plus ça dans mes relations, puis de vraiment nommer, puis ça m'a juste donné, que toi tu le dis, on dirait que ça m'a donné la permission d'être bien avec le fait que c'est ça que je vivais. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui manque dans notre monde présentement, c'est comme, justement, dans une des étapes de l'autocompassion, c'est comme notre humanité partagée. C'est comme, c'est normal que tu sois nerveuse quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas. C'est juste normal, puis c'est beau, puis c'est ça fait juste ça a ouvert cette porte de connexion-là qu'on n'aurait probablement pas eu, qu'on aurait sûrement bâti en plus de temps. Ouais. Mais là, t'es genre, right and slip and slide dans la vulnérabilité. Voici mon cœur, je te l'offre. Mais c'est beau, puis je vois le pouvoir de ça, puis je trouve ça fantastique, puis je me dis, mais c'est sûr que c'est le fruit de l'autocompassion que tu appliques dans ta propre vie, parce que si tu as honte de sentir que tu es nerveuse de rencontrer quelqu'un, mais tu vas juste essayer de le cacher, puis tu vas un petit peu de cette voix-là à l'intérieur de nous qui nous dit, ben non, tu devrais pas te sentir nerveuse, c'est quelque chose qui nous bloque, mais ça m'amène justement à, tu sais, c'est quoi, là, on t'a parlé de comme la peur de l'autocompassion, mais c'est quoi les obstacles à l'autocompassion? Qu'est-ce qui fait que c'est pas facile? Qu'est-ce qui fait qu'on veut pas aller là? Tu sais, comme, c'est quoi les petits cailloux sexy, ouais. Ben, je dirais que l'autocompassion, je veux dire, dans les études aussi démontrent que les gens, je pense que des fois, juste le mot semble comme... Ils inspirent pas, tu sais, des fois, je pense surtout comme les ados, ce que je vois dans la recherche, c'est eux en plus travailler sur l'autocritique, comme le self-criticism, puis quand on parle d'autocompassion, mais je pense que des fois, c'est comme un gros mot qui veut dire quoi, vraiment, là? Ouais. Fait que ça, c'est une des choses qui, je pense, qui bloque au niveau des études, puis comme de la pratique au niveau des plus jeunes. Peut-être qu'il faudrait avoir une équipe marketing là, pour comme rendre ça cool, l'autocompassion. Mais moi, je trouve ça vraiment cool. Mais ouais, puis je pense aussi, notre cerveau est habitué à ce qui est confortable. Puis ça, on demande une nouvelle façon de fonctionner. Fait que c'est comme refaire nos structures neurobiologiques, puis de vivre différemment, vraiment pour de vrai, là, puis de prendre ça, ça prend du courage. Puis il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Mais une chose qui m'a vraiment aidé, moi, à me grounder là-dedans, c'est Paul Gilbert, c'est un autre chercheur en compassion. Puis lui, il disait « What are we mindful for? » Comme c'est bien le fun de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis de noter tout, tu sais, comme d'une façon de non-jugement, puis juste de percevoir mon être. Mais en même temps, ça l'amène quoi? Tu sais, on est des humains sur une planète qui partagent une expérience, puis je pense que l'élément de la compassion, ça vient nous nourrir, ça vient nous connecter, ça vient nous inspirer ensemble. Fait que pour moi, je pense que ça enlève le blocage aussi. Tu sais, c'est pas selfish de prendre soin de nous, c'est pas selfish de nous valider, de nous donner la permission d'être. Même que on peut partager nos couleurs, notre essence avec le monde encore plus ouvertement quand on se donne la permission. L'image que je vois, c'est, ça ouvre mon paysage intérieur aux autres pour qu'ensemble, on crée comme quelque chose où on peut vraiment être, tu sais, au complet. Ça veut pas dire qu'il faut que tu ouvres à tout le monde tout le temps. Parce que ça aussi, c'est quand même... je pense qu'il y avait une question, tu sais, autour de ça. Je sais pas si tu voulais poser les questions. Ouais, tu sais, on peut y aller. C'est ça, c'est que j'ai fait une invitation sur Instagram pour que vous puissiez nous envoyer des questions pour je saute un peu dans la structure. Hey, mais c'est parfait, il n'y a aucun problème là. Mais ouais, c'est ça, il y avait une question, mais c'est ça. Fait que là, on va répondre aussi aux questions. Moi aussi, je vais en poser, puis je nommerai peut-être pas d'où viennent les questions, mais on va essayer de répondre le plus possible aux interrogations que les gens avaient. Il y avait une question, mais comment je fais pour être dans l'autocompassion ou dans la douceur, dans ma sensibilité, puis pas faire prendre avantage de moi ou que les gens ils me respectent ou que les gens ils pensent pas que ils peuvent marcher sur moi. Puis tu sais, comme on disait plus tôt, l'autocompassion, c'est pas juste la douceur, c'est aussi savoir nos limites, c'est aussi s'affirmer dans nos limites, c'est aussi prendre soin de nous dans nos limites. Puis faire des actions, puis de savoir nos valeurs pour savoir, OK, quand je prends une décision qui est vraiment moi, comment je fais c'est quoi qui me guide dans ces décisions-là? C'est quoi mes valeurs primaires, mes valeurs fondamentales qui me guident à travers cette vie-ci? Puis l'autocompassion peut juste m'appuyer dans me donner le courage d'appliquer ces valeurs-là dans mes choix au travail, dans ma vie personnelle, peu importe. Fait que, tu sais, concrètement, comment ça se manifesterait, disons, tu sais, là, on parle de l'autocompassion,
c'est d'être tellement au clair dans ce qu'on est, qu'après ça on peut justement mettre des limites, ou comme comment ça, on dirait que pour moi c'est un peu abstrait, tu sais. C'est abstrait. C'est abstrait. En même temps, le mot genre féroce là, je suis comme autocompassion féroce, je trouve ça, on dirait que ça vient tenir ces deux polarités là, que je suis comme ah ouais, ok, c'est pas juste grosse douceur de McDonald's là. Il y a comme quelque chose il y a un livre justement qui est Fierce Self-Compassion, qu'on peut downloader sur audiobook ou le lire là. Je sais pas s'il y a une traduction encore en français, parce que c'est vraiment un livre comme 2022. OK. Mais c'est de dire que je prends le temps de prendre soin de moi, d'être douce avec moi, parce que comme on a un peu skippé des affaires, mais tu sais, je peux parler de comment on peut venir chercher vraiment une expérience physiologique de l'autocompassion, puis à quel point c'est viscéral, ça fait partie de notre biologie, d'avoir besoin d'être dans le soothing, d'être dans le prendre soin, dans le calme. C'est une des structures importantes dans notre survie. Fait que oui, on peut aller chercher la douceur dans notre être, d'aller prendre soin d'eux, puis d'aller valider nos émotions. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut aussi prendre action dans notre vie. Puis l'autocompassion, en sachant qui nous sommes, en sachant qu'est-ce qu'on a besoin, en sachant c'est quoi nos limites, bien, on peut prendre des décisions qui sont vraiment plus saines par rapport à nous, tout étant dans l'amour, tout étant dans le partage, mais aussi en se respectant là-dedans. Tu sais, quand on parle du people pleasing ou d'une sensibilité qu'on va peut-être prendre avantage d'eux, mais c'est je m'oublie pour prendre soin d'eux, ou je donne sans avoir d'attente de retour. Puis c'est beaucoup dans le donner, puis pas beaucoup dans le recevoir. Fait que je dis pas qu'on ne doit pas donner. Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on donne puis on reçoit pas, puis c'est un cadeau, puis ça nous fait plaisir. Mais si c'est ce qu'on fait tout le temps pour recevoir l'amour, ou si on fait tout le temps pour être dans la position qu'on est au travail, peu importe, ça devient qu'à un moment donné, on n'a plus rien donné pour personne, même pas pour nous, même pas pour les gens autour de nous. Les actions qu'on peut prendre qui sont plus compatisantes pour nous, c'est de se permettre d'exister dans la relation aussi. Comme je vais donner un exemple juste pour ma pratique. Il y a des moments où est-ce que je pense que quand on a qu'on vit des choses dans notre vie personnelle, on a juste moins d'ouverture, on a juste moins d'espace pour recevoir les émotions des autres. Et moi, je suis chanceuse parce que j'ai étudié ça pendant 10 ans. Tu sais, j'apprends comment tenir l'espace puis être présente sans overwhelmer l'espace avec ma présence, tu sais, puis comme plus d'avoir un canal à travers les émotions passent plus à travers moi. Mais quand j'ai commencé à travailler dans mon domaine, je veux dire, j'étais tellement sensible, j'aime tellement les gens avec qui je travaille, c'est un amour comme compatissante, respectueuse, mais genre, tu vas pas cogner chez eux pour leur apporter de la soupe. Non, très limité. Tu sais, je veux dire, c'est très comme dans les limites de le cadre de mon travail. Mais au début, j'avais tellement de la misère parce que j'étais tellement sensible à l'expérience de l'autre que on dirait que l'énergie restait en moi. Puis j'ai développé avec le temps la capacité de pouvoir laisser l'énergie passer à travers moi pour bien comprendre, bien poser des questions, bien aider à appuyer la personne. Mais d'utiliser le flow de la compassion, ça m'a beaucoup aidé. Fait que quand je prends une action de compassion, mais parfois, c'est d'inspirer la compassion pour moi, puis d'expirer la compassion pour l'autre. C'est encore dans la douceur. C'est pas une énorme action. J'ai pas mis une grosse limite comme extrême dans ma vie, mais juste d'exister dans la relation, puis de me permettre de me nourrir à travers la relation tout en nourrissant l'autre. Déjà, juste cette petite technique-là peut être vraiment nourrissante pour tout le monde, pas juste les gens qui sont dans le domaine de la santé. Puis des fois, c'est aussi de mettre ses limites, comme par exemple, moi, je peux voir un certain nombre de clients par semaine. Puis je m'accepte dans le sens que je fais d'autres choses. Je fais pas juste la psychothérapie à la journée et la nuit. Là. J'ai d'autres projets. Je suis super créative. Comme de faire la psychothérapie à tous les jours, tout le temps. Je sais pas si je serais capable. C'est super... C'est intense, c'est beau. Puis je pense que je suis pas une psy super classique aussi là-dedans. Là, j'aime ça avoir plein de projets, plein de créativité. Puis même comme, si tu veux, je peux t'en parler plus. Là, mais ça m'a pris jusqu'à ma 2e année de mon doctorat de réaliser comme, OK, je suis psychologue. Ouais. J'étais déjà dans mon doc, puis j'étais comme, OK, c'est pour ça que je vais être psychologue. J'avais comme pas compris pourquoi. Ça l'a cliqué à ce moment-là. Parce que c'est ça, les gens qui sont souvent attirés par ces domaines-là, tu sais, de relations d'aide ou de prendre soin, ben c'est des gens qui sont, tu sais, des personnalités plus sensibles, tu sais, tournées vers l'autre. Puis c'est ça fait que ça peut être difficile de placer sa limite. Mais toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers, justement, pourquoi de devenir psychologue? Ouais.
Ben, je veux dire, je pense que j'ai toujours aimé les gens. J'ai été vraiment curieuse. J'ai déménagé beaucoup dans ma vie. J'aime savoir comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui les amène à être eux. J'ai toujours eu ces questions-là, puis un peu existentielles aussi. Ouais. Qui nous sommes sur cette planète? Pourquoi on est ici maintenant? Comme, tu sais, vraiment, je posais ces questions-là à 10 ans, 12 ans. Là. Mes parents, ils me disaient toujours que, tu sais, je disais toujours pourquoi. C'était quand même mes premiers mots. Pourquoi? Puis j'énervais toute ma famille avec mes questions. Moi, c'est pareil. Là, je posais tellement des questions deep, pas rapport pour un enfant, tu sais, comme justement, où est-ce qu'on serait si on n'était pas là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu sais, c'est des grandes questions quand même, mais je pense que tout le monde est animé par ces questions-là. C'est juste qu'il y en a qui sont comme, je trouve pas la réponse, fait qu'on va pas y penser. Mais moi, j'étais chanceuse parce que mes parents aussi, ils faisaient partie ils étaient intéressés par la méditation dans ce temps-là. Tu sais, ça fait quand même longtemps qu'ils sont ouverts à ça. Puis, des avant-gardistes? Ben ouais, je pense, là, quand même. Ils sont quand même pionniers. Je suis fière d'eux. Puis, je veux dire, je suis contente d'avoir été élevée dans ce milieu-là. Tu sais, ils m'ont permis de me poser ces questions-là, même si je voyais que des fois, c'était un petit peu annoying, là, parce qu'il fallait que je comprenne vraiment le fond de chaque chose. Mais c'est ça, fait, là, j'ai commencé à faire un peu de méditation à l'adolescence, puis découvrir un peu comme... ce que j'aimais du sport, c'est que ça amenait comme un œil sur la vie plus grand. Puis finalement, tu sais, j'ai dit, OK, mais j'aimerais ça aider les gens, mais je sais pas quoi étudier. Comme j'ai étudié toute ma vie, puis j'étais bonne à l'école, mais il y avait rien qui me parlait vraiment à l'école. Je sais pas pourquoi on n'apprend pas sur la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore le nom de ton podcast. Je suis comme, c'est tellement bon. On a besoin d'apprendre les vraies choses. C'est pour ça aussi que je me sens tellement choyée d'être là, tu sais, de parler de ces choses-là. C'est tellement riche de t'avoir parce que... Là. Oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est mon rêve pour l'humanité. Je suis comme, tu sais, est-ce qu'on peut apprendre les choses qui nous aident comme humains à traverser cette affaire-là? Mais c'est exactement ça que je voulais, moi aussi. Puis, tu sais, tu le fais. Puis, je trouve ça vraiment cool. Puis moi, j'ai trouvé des façons de le faire, comme à travers mon travail maintenant. Mais c'est ça, fait que ça l'a pris comme... Là, j'étudiais... OK, je vais étudier les personnes. I'll study people. J'ai commencé à étudier la psychologie, puis je trouvais ça cool, tu sais. Finalement, j'ai dit, je vais continuer à la maîtrise. Mais c'était pas tout à fait ça. Puis j'ai appliqué au doctorat. Puis enfin, j'ai lu un papier qui comparait les artistes et les psychologues. C'est là que ça a cliqué pour moi. Parce que j'avais une énergie créative, artistique, mais j'avais jamais trouvé mon médium. J'avais jamais trouvé... Tu sais, je faisais l'art plastique, mais j'étais trop dans la performance. La musique, c'était cool, tu sais, je faisais du gospel, c'était le fun, c'était genre expressif, puis on était en communauté, puis c'était comme un extase, tu sais, qu'on vivait ensemble, mais c'était pas ça non plus, my path. Puis après ça, le papier, j'étais juste comme, OK, l'art, c'est dans les mots, dans les questions, mais l'art, c'est vraiment de permettre les gens de créer leur vie. Tu sais, c'est ça, l'art. C'est ta vie que tu crées. Comme, that's the ultimate. You know? C'est ça, on a tellement une vision limitée de l'art. C'est comme, c'est soit la musique, le cinéma, la médecine, c'est comme la danse, mais c'est tellement plus large de créer, tu sais, justement, créer la vie, trouver des nouveaux chemins, genre, comme des nouvelles façons de faire, sortir de la traque que changer nos structures, de se poser des questions sur la traque que tout le monde fait. Fait que tout ça, après ça, d'avoir trouvé l'autocompassion, puis de juste d'animer, de me donner la permission de me découvrir puis d'offrir ça chez les gens aussi. L'autocompassion, je vois évidemment comme les effets que ça peut avoir, mais ça peut permettre quoi, l'autocompassion? T'en parles, puis c'est un changement de paradigme mental pour nous permettre de vivre d'une complètement autre façon. Je suis comme, wow, ça a l'air nice d'être dans l'autocompassion constamment. Genre, je peux être humain pleinement. C'est comme, je peux quand même accomplir beaucoup. Oui, ouais. Puis là, c'est peut-être que ma question veut s'axer plus sur les problèmes qui sont quand même assez récurrents. Tu sais, on entend beaucoup en ce moment le stress, l'anxiété, la dépression. Est-ce que tu vois de quelle façon l'autocompassion, ça peut être quelque chose qui aide à naviguer ces problèmes? Là, dans le fond, il y a comme plein de façons qu'on peut parler pour pratiquer l'autocompassion, mais avant, je rentre là-dedans, je dirais que les études démontrent que l'autocompassion peut aider à protéger et diminuer l'anxiété et la dépression chez les jeunes. Je dirais qu'on n'a pas beaucoup d'études sur les enfants, mais 12 ans et plus, je dirais, comme dans toutes les populations. Puis même les études ont commencé sur des groupes, surtout dans le domaine de la santé, parce qu'il y avait tellement de burn-out dans ce domaine-là.
Donc, ça aide beaucoup avec les sentiments aussi d'épuisement professionnel. Ça peut aider avec la satisfaction de la vie, ça augmente la résilience, ça augmente le soi authentique, ça aide la régulation émotionnelle, dont je parlais un petit peu aussi tantôt. Tu sais, mettons justement dans l'anxiété ou dans, je sais pas, j'ai des pensées intrusives ou comme, tu sais, comment est-ce que ça change justement la chimie du cerveau, les nouveaux chemins qu'on trace dans notre tête, tu sais, comment je vais essayer de rendre ça comme vraiment plus simple possible. Si jamais vous êtes intéressé, vous allez voir un peu plus loin. Paul Gilbert, lui, il y a des sur la thérapie par la compassion, il y a vraiment des modèles intéressants. Okay. Mais je vais essayer de vulgariser vite un de ces modèles. Puis dans le fond, c'est 3 systèmes de régulation émotionnelle. Les 3 systèmes, t'en as un qui est le système de devoir survivre, OK, qui est le fight, flight, freeze, fawn. Mm-hmm. C'est des façons qu'on réagit à un stress pour nous protéger, pour nous motiver, pour nous assurer que comme on survit dans la vie. Ces systèmes-là ont évolué avec nous à travers comme l'évolution humaine pour nous aider à rester en vie. Donc, celle-là, c'est je me sens attaquée, je dois me protéger, je dois courir, je dois me cacher ou mettons, j'ai un ours devant moi. Tu sais, je monte dans un arbre pour run away, ça c'est flight. Je vais me battre avec l'ours, c'est fight. Freeze, je me cache pour pas qu'il m'entende, qu'il passe envers moi. Puis fun, ben, je te donne des bleuets. Je vais flatter, gratter tes oreilles. Je vais prendre soin de toi, puis je vais être utile à toi, tu mangeras pas. Ouais. Fait que dans le fond, si on réagit à ça comme un stress, ça c'est l'anxiété. C'est comme le sphère d'anxiété. S'il y a une peur de survie ou une peur de quelque chose, de rejet, peu importe, qui va venir activer notre système nerveux, qui est aussi lié à une émotion qui est la colère, qui est la honte, on a aussi le dégoût, tu sais, mais c'est important parce que ça nous aide à survivre. Mais c'est des émotions vraiment dures. Puis aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, on n'est pas toujours en danger de vie. Fait que quand on vit une honte ou quand on vit un stress, ben notre système nerveux est activé dans cette sphère-là. Mm-hmm. Fait que ça a un gros coup. Le deuxième, c'est le système plus d'aller chercher des ressources. Fait que ça, c'est une motivation. Fait que ça, c'était important. On avait besoin de bleuets, on avait besoin de bois, on avait besoin de chaleur, on avait besoin d'avoir des ressources pour survivre. Aujourd'hui, ça se présente dans la performance au travail, dans le devoir avoir, dans être à la hauteur de. Puis les émotions qui sont attachées à ça, c'est des émotions qui sont habituellement positives, comme la joie, la compétition. Mais ce qui arrive, c'est que quand on est trop dans la performance, ce processus-là de motivation devient une peur, devient un threat, devient comme dans le système en bas, tu sais, de peur. Fait que donc, on veut tellement performer parce qu'on pense que c'est ça qui va nous amener des ressources. Exactement. Que là, on est en mode survie. Exactement. Parce qu'on pense qu'on est menacé si on performe pas. Mettons. C'est ça. Okay. Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que dans le fond, quand on est dans la performance puis que c'est sain, ben on reçoit de la dopamine, on reçoit comme des feel good, tu sais, de la sérotonine, on se sent bien parce qu'on réussit puis c'est cool, c'est motivant. Mais si nos objectifs sont trop élevés, s'ils sont trop comme néfastes sur nous, ben pouf, on tombe dans la peur, on tombe dans le threat, puis on n'est plus dans l'expérience positive d'avoir des ressources. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui vient modérer tout ça, dans le fond, la beauté de tout ce modèle-là, c'est la troisième partie qui est le soothing, qui est le prendre soin de, qui est la douceur, qui est formée sur un attachement sécure. Fait étant humain, on a besoin d'être connecté avec les autres. On a besoin d'avoir un groupe pour survivre. On a besoin de chacun pour... Justement, on avait plus de chances de survivre dans la forêt si on avait un groupe plutôt que d'être toute seule puis devoir tout faire toute seule. On oubliait ça, hein, les humains. Mais ça, je pense que c'est une chose aussi qui affecte beaucoup notre société aujourd'hui. Tu sais, on se sent beaucoup seul, puis c'est un besoin comme qu'on a besoin de manger, d'être connecté. Mm-hmm. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est basé sur le système d'attachement, puis le système d'apaisement, puis l'oxytocine qui nous amène la douceur. Donc, l'autocompassion peut venir nous aider à activer ce système-là qui modère les deux autres systèmes et qui nous permet d'aller dans les systèmes quand on a besoin d'aller dans ces systèmes-là. Mm-hmm. Si tu as un autobus, tu marches à Montréal, tu n'as pas vu la lumière, tu as un autobus qui te passe d'en face, tu veux être activé puis sauter pour être en arrière, pas être comme « Ouh, je suis en autocompassion », comme ça marche pas, là.
C'est important, mais d'être toujours dans le threat, c'est nocif pour nous. Fait que c'est tellement un besoin comme biologique pour activer le système parasympathique, pour nous aider à être connectés avec les autres. Puis la honte, tu sais, il y a une fonction à la honte. C'est pour nous aider, pour nous garder dans le groupe, pour s'assurer qu'on agit comme des bons petits humains puis qu'on reste connectés. Mais d'être dans la honte pour nous motiver, on tombe encore. Fait que là, quand on tombe, si la honte, c'est notre motivateur, ben on n'a pas la douceur qui nous permet d'aller réguler ces autres affaires. Fait qu'on on reste à ce niveau-là de menace constante, puis là, le système nerveux. Puis c'est une affaire de chimie, là, de cerveau. C'est comme, je mélange un petit peu de ceci pour avoir un petit peu de cela, puis là, ça vient s'équilibrer un peu. Puis c'est pour ça que c'est tellement cool, parce que notre corps a une influence sur nous, mais on est quand même la personne qui pense, la personne qui a une conscience. Fait que quand on comprend tout ça, ben on peut comprendre comment notre corps agit, puis agir sur notre corps, et avoir plus de puissance dans notre vie. C'est tellement beau, tellement grand. Puis ça passe donc par le corps aussi, l'autocompassion. Comment est-ce que tu vois la relation justement du corps, de l'esprit, des pensées? Comment c'est quoi cette interaction-là? Tu sais, je sais pas, en ce moment, j'entends beaucoup parler du nerf vagal. Je suis comme, est-ce que c'est l'autocompassion passe par là aussi? Tu sais, comment, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on oublie souvent le corps. On est comme, bon, c'est ma machine, elle me sert à faire des affaires, mais comme, non, elle travaille aussi avec ton état d'esprit. Puis, en tout cas, tu sais, c'est tout interrelié. Mais comme je t'encouragerais à lire là-dessus, puis les gens qui veulent avoir plus d'informations là-dessus sur le nerf vagal, puis sur la variabilité du cœur, like heart rate variability. Mais je dirais comme juste pour rester plus simple, le corps, notre corps a tellement une influence, comme il est connecté avec notre état mental, notre état émotionnel, puis même notre état existentiel, parce qu'on existe dans notre corps. Juste la proprioception nous dit qu'on est en vie, de juste bouger nos muscles, dit à notre corps que je suis ici, I'm alive, puis ça nous amène l'espoir. C'est pour ça que l'activité physique, c'est tellement bon pour l'anxiété et la dépression, parce que ça nous dit qu'on est en vie dans notre vie. Mais le corps, il y a des pratiques d'autocompassion que j'aime vraiment beaucoup, qui est le toucher d'autocompassion, puis même juste par la respiration. Fait que tu as deux options ici. Le toucher que j'aime bien, c'est mettre la main sur son cœur, mettre la main autour de ses bras, mettre les mains sur le visage, sur le front, sur les joues, peu importe, puis de vraiment pratiquer ça. Donc, il y a un cours qui est Mindful Self-Compassion, c'est genre 12 classes de 2 heures pendant 12 semaines, c'est vraiment long. Mais il y a une semaine que c'est juste le toucher de compassion, puis tu pratiques pendant tes méditations, juste de placer tes mains sur toi. Puis avec mes clients, je travaille beaucoup sur ça aussi, de trouver des façons de le faire dans des moments publics pour pas que tu sois comme dans ton cœur, puis que tout le monde te voit que tu es dans ton moment personnel. C'est sûr que de se faire un petit câlin, là, puis se frotter le cœur en public, des fois, ça peut être vraiment vulnérable. Puis on veut pas vous sentez toujours vulnérable, comme vulnérable dans des moments safe, avec des gens safe, c'est bien, mais dans les moments parce qu'il faut vous performer, des fois, il faut performer dans la vie, mais c'est juste performer différemment. Fait que des fois, c'est juste de mettre tes mains sur ses jambes, de sentir la chaleur de tes mains sur tes jambes. Ça peut être vraiment subtil. Ça peut être juste de mettre les mains dans les poches, de mettre la main sur le stéthoscope. Ça peut être des fois juste quand on met la main pour ouvrir la porte, quand on tient la porte, le froid de la porte nous ramène ici dans notre corps, puis de se rappeler « I'm here », je suis capable, je peux. Ça peut être vraiment très simple. C'est de ressentir les sensations de notre corps pour se rappeler qu'on est dans une expérience présentement, comme incarnée. Mais avec l'intention, pas juste de connecter avec notre corps, mais de connecter avec la douceur de notre corps pour être dans l'apaisement. Quand on parle d'oxytocine, souvent on pense au sexe, on pense à l'orgasme, mais ça n'a pas besoin d'être un orgasme, juste la chaleur humaine, de ressentir juste, même des fois, de mettre juste notre peau sur notre peau. C'est pour ça que la peau à peau avec les bébés, c'est vraiment important. Mais ça régule notre système nerveux. Fait qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener une sécrétion d'oxytocine pour se permettre de s'apaiser. Exactement. OK. Pour aller dans l'apaisement. Puis qu'après ça, tu peux, avec ta pleine conscience, pas juste ta réaction de stress ou ta réaction de peur, choisir comment tu veux agir sur ta vie. C'est ça, de pas être en réaction, ça me ramène. je pense à moi quand j'ai commencé à faire de la télévision, j'étais tellement pas dans mon corps que je faisais genre des plaques rouges, puis j'étais juste dans ma tête, j'étais nullement dans mon corps, puis des fois, j'étais en train de parler,
Puis je savais même pas ce que j'étais en train de dire. Tu sais, il y avait comme une dissociation, puis j'étais tellement loin de mon corps. Puis ça m'a pris du temps avant de justement, c'est en thérapie que j'ai appris à trouver des outils comme ça. Puis moi aussi, j'encourage les gens, tu sais, de trouver, tu sais, c'est super simple ce que tu viens de nous donner là. Ça demande pas un logiciel, ça demande pas d'aller dans une petite pièce fermée puis de prendre 20 minutes par jour. C'est tellement accessible, c'est tellement simple. De tenir nos mains sur nos jambes, tu sais, ça. Justement, je donnais un workshop hier avec une de mes collègues, puis c'était sur la connexion humaine puis l'isolement. Puis un des outils qu'on parlait, c'est de juste tenir nos mains comme quand on est un peu nerveux dans les situations sociales pour dire comme I'm here for you, comme je te tiens, je te soutiens. C'est dur, tu sais, de te mettre à nouveau, c'est ça? À nu avec à nu, oui. J'adore ça aussi. Émotionnellement. Oui, avec tout nu émotionnellement. C'est ça, avec de nouvelles personnes. Ouais, vraiment. Puis là, il y a le toucher, mais dans la douceur, est-ce qu'il y a d'autres façons qui peuvent permettre justement de libérer cette hormone-là qui nous permet d'un petit peu venir se réguler? Comment, tu sais, est-ce que justement la respiration ou je Exactement, sais pas. la respiration. Par la respiration, surtout par l'expiration, la respiration douce et profonde, on peut venir chercher, comme de dire à notre corps que je suis en sécurité. Donc, beaucoup de respiration avec le diaphragme. Je parle beaucoup de bébés, mais si vous avez déjà vu un chat ou un chien ou un bébé dormir, on voit vraiment qu'ils respirent avec tout leur corps. Ça vient dire à mon corps, je suis pas en danger en ce moment. Puis c'est cette façon-là que notre conscience peut agir sur notre corps. Parce que si notre corps il dit je suis en danger, mais puis on n'est pas aware de ça, mais on pense qu'on est en danger, même si on est juste dans une situation où on rencontre une nouvelle amie. C'est ça. Moi, des fois, je le fais, là. Tu sais, on passe notre journée, puis là, on pense à des trucs, on fait. Puis des fois, je fais juste prendre une seconde, puis je prends juste une grande respiration avec le diaphragme, puis je me sens high on life. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour que une seule c'est comme, c'est fou, là. C'est respirer. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce on sait pas comment respirer, justement. Non. Comme des fois, littéralement, j'ai des pratiques de respiration avec mes patients parce que je dois leur apprendre à respirer. Est-ce qu'on peut prendre une respiration, tout le monde ensemble? Mettons, je me dis, quelqu'un qui écoute, là, on fait-tu tout le monde ensemble, mettons? Mais on va mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Okay. Puis on va commencer par inspirer, le bas du ventre monte, les côtes ouvrent, on amène les épaules aux oreilles, on amène l'air dans le dos et on expire par le nez, les épaules descendent, la main pousse contre le cœur, les côtes rentrent, le bas du ventre contre la colonne. Deux autres? Ah ouais, let's go. Inspire. T'es belle. Expire. Inspire. Et expire. Et vous pouvez prendre juste un moment pour noter comment votre corps s'adapte à cette respiration-là. Ben juste ça, moi, je me sens comme vraiment plus connectée à toi puis comme plus présente parce que, tu sais, on est en train de parler. Là, je vais être vulnérable. Mais tu sais, on est en train de parler puis il y a quand même mon mental qui veut être efficace puis qui est comme, voici les questions qu'on a convenu d'aborder. J'espère qu'on va, tu sais, je veux aller où est-ce qu'on avait convenu qu'on s'en allait. Est-ce qu'on est dans notre temps? Exact. Je regarde là, tu sais, c'est comme, c'est dur quand même. C'est ça, c'est quand même un défi humainement, là, d'être dans la présence du corps puis en même temps d'être présent à toutes les choses qu'on nous demande de faire. C'est comme comment est-ce qu'on fait pour... Tu sais, c'est ça, je suis comme, hey, c'est dur. On dirait que dans ma tête, c'est un ou l'autre. Tu sais, je trouve ça dur d'être dans le fonctionnement, dans le faire, puis aussi être dans la présence, comme... Ouf. C'est vraiment dur. Puis c'est la métacognition un peu qui est comme, je pense que je pense. Tu sais, on est des humains, on est capable d'avoir l'awareness qu'on pense. Puis des fois, juste de laisser ça aller, c'est vraiment dur, tu sais, d'être juste présent. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, t'es belle, parce que je t'ai comme sentie ici avec moi, juste de te regarder et de respirer ensemble. C'est intime, là, quand même. Vraiment. C'est habituellement, on ferme nos yeux. J'avoue, on se regarde en train de respirer, je suis comme, je fais juste ça avec mon chum, d'habitude. I feel you. I see you. Tu sais, ça y a eu comme un moment de ça. Tu sais, comme, wow, je vois toi. C'est fou comment on le sent quand on est devant quelqu'un qui est vraiment présent, là, c'est incroyable la différence, là, puis moi ça me fait juste réaliser à quel point ça arrive pas souvent parce que quand ça arrive, on dirait que moi ça me secoue presque. Je fais wow, la personne est vraiment avec moi en ce moment, c'est saisissant. Ouais, mais c'est ça qui fait qu'on peut bâtir une vraie relation, d'être vraiment là. Puis quand on revient à l'autocompassion, mais ça nous aide à être plus présent parce qu'on est plus capable de s'aimer puis d'être ouvert à l'amour à travers ça. Ouais. Puis surtout, je pense, dans notre
comme monde plus dans l'Ouest, c'est plus facile d'être empathisant, compatissant vers les autres. Puis des fois, c'est inconfortable, tu sais, de tourner le flow vers nous, mais c'est que les flows, ils s'animent un et l'autre. Quand on a plus de compassion vers nous, on a plus de compassion vers les autres et vice-versa, mais on crée des spirales de compassion, c'est ça qu'on voit dans les études, puis des groupes de compassion qui s'inspirent, tu sais, c'est inconscient, mais c'est qu'on crée un changement juste en étant plus doux avec nous-mêmes, en écoutant nos limites, ou en cherchant des actions plus saine avec notre vie, on a un impact. Oui, parce qu'on pense qu'on est des petits silos séparés, hermétiques, mais c'est vrai que ça a tellement... Tu sais, on est en train de jouer, là, l'énergie, ça existe pour vrai. Ton état d'être va avoir une influence sur moi. Vraiment. Puis, si j'ajoute à ça aussi, c'est vraiment dur de le faire, l'autocompassion, parce que souvent, on a une autocritique qui est très forte. Puis, souvent, dans les trainings d'autocompassion, mais je parle beaucoup de moi parce qu'on donne des exemples personnels, puis je ne veux pas nécessairement parler de mes clients toute la journée non plus. Tu sais, c'est quand même leur moment intime. Mais moi, de commencer à comprendre, à accueillir, d'aller visiter mon autocritique, ça a été vraiment puissant comme pratique pour moi. Mais comment ça marche, visiter son autocritique? Moi, être en contact avec mon autocritique, c'est comme de me défusionner à cette voix-là, là, que je pense qu'il est moi. Là, finalement, je suis comme, j'ai l'impression que c'est moi qui parle dans ma tête, mais finalement, de faire, moi, j'ai donné un nom, là, je suis comme, c'est Linda, Linda dans ma tête, qui parle. Déjà, juste ça me permet d'avoir de la conscience, mais puis, probablement Linda dans ta tête, mettons, elle parle comment? Ben, Linda, dans ma tête, est très harsh, très critique, justement, pas tant des autres, c'est ça, c'est vraiment surtout sur moi, qui est très inquiète de ce que les autres vont penser, aimerait être tout le temps la meilleure, aimerait, tu sais, comme se compare beaucoup mettons, aux autres. Si tu l'incarnes en ce moment, si t'es à l'aise, là, c'est un peu vulnérable, ça, c'est quoi quelque chose qu'elle te dirait, mettons? Dans le théâtre, OK, ben, mettons, OK. On va dire maintenant, là, tu sais, si j'essaie de connecter Anna-Linda, là, qui est en dedans, qui est comme super critique, mais elle serait genre, ben voyons, t'aurais dû te préparer vraiment plus, avoir des questions plus intelligentes, à dire, regarde, t'as-tu vu comment elle est bonne, elle? Jadis, là, elle a un doctorat, pis toi, regarde, avec ton petit podcast, là, puis hey, t'aurais pu vraiment mettre un autre chandail, puis tu sais, puis là, hey, il fait-tu froid, j'aurais dû faire ma fenêtre, j'aurais dû, il demande, tu sais, c'est comme c'est busy, là, en tout cas, mais j'ai pas froid, Linda, bon, je suis correcte. OK, puis est-ce que tu remarques quand elle te parle, quand tu l'incarnes, qu'est-ce qui change en toi? Ben, je vois que, tu sais, juste ma posture, mes épaules se remettent un petit peu comme, je me sens tendue, je me sens refermée. Tu sais, je vois que mon cœur est refermé, comme comment je parle, puis ça bouge vraiment. Tes mains ont même fait ça aussi. Oui, en posant de combat. Ouais, il y a de la tension, là, clairement, puis il y a comme, ça va vraiment vite, là. On dirait que il y a pas de présence, c'est juste bing, bang, bang, bang. C'est comme une Super Bowl, là, qui rebondit sur tous les murs, là. C'est genre non-stop. Puis elle observe tout, puis elle parle fort, comme t'as aussi le ton plus comme rough. Elle te brasse. Ouais, elle me brasse, puis il y a quelque chose dans l'hyper-vigilance aussi, tu sais, c'est pas relax, là, c'est de comme être attentif à tous les détails. On respire. Bon, Linda. Linda, on t'aime. On t'aime, Linda. Fait comment on gérerait ça, une Linda, une autocritique? Ben là, on va faire l'exercice ensemble. Là, tu me permets, là? Oui, vraiment, c'est parfait. Parfait. Linda, mettons, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? C'est quoi sa fonction? Comment elle essaie de t'aider? Ben, Linda, elle veut m'éviter la honte. Elle veut m'éviter, elle veut me protéger, je pense, Linda. Ouais. Elle veut te protéger. Ouais, je pense qu'elle veut me protéger de, justement, c'est ça, de pas avoir honte, du ridicule, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, sa job, à Linda. Est-ce que je dois dire d'autres choses? Non, mais mettons, qu'est-ce qui se passe quand tu me nommes ça pour toi? Ben, ça me rend vulnérable parce que là, en disant ça, j'accède à la partie qui est en dessous, tu sais, qui a peur, puis j'accède en dessous de Linda, là, tu sais. Linda, elle travaille fort. Elle travaille fort, c'est genre la bodyguard d'une partie en moi en ce moment qui est genre effrayée, tu sais, qui veut que les gens qui écoutent le balado présentement trouvent ça bon. Ça me donne des frissons. Que toi, tu me trouves intelligente, pertinente, que tu sois bien, que tu sois contente de ton... Tu sais, elle veut me protéger de... C'est ça, elle veut vraiment me protéger d'une partie qui a peur d'être pas assez. Tu sais. Je vais arrêter parce que je veux pas aller dans le sphère de la psychothérapie. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est vraiment puissant. Tu sais, comme Linda, elle joue un rôle important chez toi. C'est ça qu'ils font, les autocritiques. Oui. Puis qu'est-ce qui arrivait, mettons, si tu disais à Linda, genre, hey, merci tellement de me protéger. T'as fait ta job. T'sais, on s'est rendu jusqu'ici. Mm-hmm. Mais maintenant, je pense que tu peux prendre ta retraite.
Va-t'en à Punta Cana, Linda, là. Tu peux rester. Tu sais, je vois que t'es là, puis je t'accepte, t'as travaillé fort, puis merci. Ouais, mais remercier cette autocritique-là. Ouais. Pas de l'envoyer chier ou l'envoyer. Non, je disais à Punta Cana pour une semaine, là, juste pour qu'elle aille se reposer. Elle revient après, là. Viens plus se ressourcer. Exile-toi, je suis comme va te ressourcer, va relaxer. On t'aime, Linda, OK? Mais oui, c'est vrai, c'est ça, parce que là, je laisse la voix à Linda, puis j'ai envie de la tasser, puis de dire, ferme ta gueule, Linda. Puis c'est un peu ça, souvent, je pense, cette tension-là qui se crée en nous quand on commence à connecter à notre autocritique, on est genre, chut. Ouais. Genre, est-ce qu'il y a un bouton mute sur cette personnalité-là, en tout cas sur cette autocritique-là, mais comment est-ce qu'on fait pour justement qu'elle fasse partie de ce paysage intérieur, notre belle Linda? C'est l'intégrer. Tu sais, l'avoir comme quelqu'un qui veut te protéger, qui veut prendre soin de toi. Moi, ça a été comme une des méditations les plus puissantes pour moi à travers mon cheminement. C'est un peu comme on vient de faire aujourd'hui, c'est de rencontrer mon autocritique puis de la voir vraiment pour qui elle est. Tu sais, puis d'y faire une image, d'y donner un nom, de la rendre réelle, puis vraiment de la remercier, puis de dire comme, tu sais, tu travailles tellement fort à vouloir me protéger, à me motiver, tu veux tellement mieux pour moi, et tu me fais tellement mal. Puis comme, je veux prendre soin de toi, faisons-le ensemble. Puis moi, mon autocritique était genre, les cheveux raides, lichés, genre mon inverse, tu sais, comme en pantsuit, comme full. Tu sais, à ce moment-là, j'étais vraiment pas dans les pantsuits, mais non, je les trouve cool, là, mais tu sais, elle était vraiment stricte, puis elle était vraiment forte, puis elle était vraiment loud, puis elle était comme vraiment rough. Puis elle prenait sa place. Puis j'ai comme vu dans ma visualisation qu'elle est devenue comme un petit enfant, tu sais, puis comme elle avait juste vraiment peur. Ah, c'est beau. Tu sais, de voir la prendre dans mes bras puis la prendre soin d'elle, tu sais, comme aujourd'hui quand on parlait de Linda, t'es comme oh mon Dieu, tu sais, attrape-moi fort. Ouais, c'est ça. Puis de voir l'enfant qui a peur dans Linda, là, tu sais, ce qui est en dessous. Ouais. Ben là, tu fais juste dire ça, puis je suis comme, ben évidemment, après ça, quand on voit la dissolution puis l'enfant, on a envie de prendre soin de cet enfant-là. Tu sais. Naturellement, la compassion vient bien plus vers l'enfant que Linda essaie de protéger que envers cette autocritique-là, cette Linda, cette Madame sévère en pantalon. Là. Ouais. Puis le jeu, c'est qu'on peut commencer à développer notre soi de compassion, tu sais, comme une image, un compassionate self ou un compassionate image qui vient jouer avec Linda, qui vient lui parler des fois quand Linda s'énerve, tu sais, vient la rassurer, vient nous recadrer. Comme, fait, au début, c'est juste de commencer à réaliser, bon, c'est quoi que mon autocritique dit? Qu'est-ce qui la motive? Comment elle me parle? C'est souvent, c'est avec une voix plus raide, une voix plus intense, une voix plus forte. Tu sais, comme on dit, quand tu l'agissais, ton corps a changé. Puis de venir comme accepter, tu sais, qu'elle joue un rôle, mais qu'en ce moment, c'est plus nécessaire. On a gradué. Comme elle a fait sa job. Puis de la remercier plutôt que de la rejeter. Puis d'inviter une autre façon de fonctionner. Puis avec le temps, tu sais, Linda commence à avoir une voix un peu moins grande. Elle prend un peu moins de place. Quand elle arrive dans notre espace émotif, ben on la reçoit, on est curieux, puis on lui demande de partager son message, puis on le prend, on laisse, on a plus de pouvoir sur notre jeu intérieur, puis de développer comme notre image de compassion, mais ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un dans une émission, ça peut être, pour moi, comme au début, c'était mon chien, là, comme qui m'a appris le plus de compassion ever. Ouais. Comment ça? Mais mon chien, son nom, c'est Zorro, il y a 14 ans, il est immortel. Je l'ai vu, j'en témoigne. Tout le monde dans le voisinage le connaît, ils doivent conduire lentement à cause de lui maintenant. Ouais. Parce qu'il se promène partout. Puis il est smooth. Lui, il est pas il est pas activé, là, il est pas fight or flight. Il l'était avant, mais là, il est rendu chill. Mais je sais pas si t'as vu le film Coco. Oui. Puis tu sais, quand ils vont comme dans The Other World, là, ils deviennent un peu comme, le chien devient un dragon, comme full coloré. Ouais. Fait que moi, mon image de compassion, c'était Zorro, en dragon, noir, coloré, comme féroce, mais doux. Puis qui m'accepte, peu importe, tu sais, un chien, quand il nous aime, peu importe qu'on pleure, qu'on se voit dans la honte, qu'on est tombé en ski, eux, s'en foutent, là. S'en foutent, genre, je la face, je t'aime. Oui, c'est vrai, c'est un amour inconditionnel, pas de jugement. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut continuer à les nourrir, là, mais oui. Fait que c'est de créer une image mentale, comme on crée un nom, puis tu sais, on se fait une image de notre autocritique, puis après ça, d'avoir de l'autre côté, c'est comme de compassionate self,
son soi empathique. Mais je dirais compassion parce qu'il y a vraiment une différence entre l'empathie et la compassion, mais tu sais, puis encore une fois, ça, c'est quand même des outils qui sont poussés, puis que ça prend du temps, puis comme il y a un workbook d'autocompassion qu'on peut faire, puis ces exercices-là sont dedans, mais c'est bien de le faire avec un groupe, avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, puis tu sais, je pense qu'on guérit dans plein de moments différents. C'est pas obligé d'être avec un psychologue, mais avec un psychologue, ça peut être vraiment le fun à explorer aussi, parce que c'est puissant, là, tu sais, ça vient dans notre être profond, là. Je veux dire, j'avais des larmes aux yeux là, quand je fais ces méditations-là. C'est comme, puis de pouvoir le partager avec quelqu'un. Fait que c'est des outils, on en parle comme au niveau psycho-éducatif en ce moment, mais je vous encourage, tu sais, comme à toi ou à les gens qui nous écoutent, d'aller le faire dans une façon vraiment sécure, dans un moment où ils se sentent bien. Est-ce que c'est associé à une, tu sais, disons, si les gens veulent chercher quelqu'un qui a ce genre de pratique-là, un professionnel, tu sais, est-ce qu'il y a un nom à cette Ben, il y a la thérapie par la compassion. Okay. Il y a des cours de mindful self-compassion qui sont vraiment comme, on fait des outils d'autocompassion, puis on peut le faire à travers ça. Puis ce qui est intéressant de la thérapie de la compassion, c'est que ça aide vraiment pour l'anxiété, la dépression, puis même le PTSD qui sont des fois treatment resistant. Fait que ça aide beaucoup parce que ça vient vraiment chercher à défaire la honte, qui est souvent comme très profond dans ces approches-là, dans ces problématiques-là. Donc, tout ça pour dire que ces outils-là sont super bien. Vous pouvez les trouver sur Internet, mais je vous encourage à le faire aussi en moment comme vraiment secure. Oui, parce que juste, tu sais, moi, je le fais, moi, avec moi, là, tu sais, à la maison, genre, Linda, je la connais, puis tu sais, je pratique ça toute seule, mais juste d'avoir ta présence, là, ça shift quelque chose complètement, là, parce que là, tu me poses des questions. C'est quoi qui est différent pour toi? Ben, c'est comme si je sentais un guide bienveillant qui est à côté de moi, qui me soutient puis il m'amène dans les places où peut-être je voudrais, moi, un peu dodger, tu sais, rester confortable, tu sais. En fait, tes questions me rendent inconfortable, ce qui est synonyme que je m'en vais quelque part, qui a besoin d'être regardé puis qui, tu sais, qui va m'amener à grandir. Fait que, tu sais, je suis comme, ça m'intimide que tu me poses ces questions-là. Je suis comme, pourquoi me demandes ça? Je vais arrêter. C'était pas ça qu'on avait planifié. Non, mais c'est parfait. Je trouve ça beau parce que ça donne vraiment un exemple concret. Regarde, moi, je suis bien cobaye là, pour parler de moi, mais je vois la différence que ça a entre ma pratique toute seule, qui a vraiment sa pertinence, puis qui vraiment m'aide, mais après ça aussi, comment ça l'amène à un autre niveau de le faire accompagner par quelqu'un qui est professionnel. Oui, c'est ça. Puis ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est doctorant en psychologie. Là. Ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un avec un guide spirituel, ça peut être avec qui tu te sens vraiment à l'aise, mais de partager cette expérience-là. C'est sûr que si tu veux faire une psychothérapie plus poussée, là, je dirais vraiment quelqu'un qui est formé en psychothérapie. Mais si tu veux commencer à explorer certains thèmes au niveau de la méditation, la pleine conscience, l'autocompassion, mais ça se fait en groupe. Beaucoup de gens nous ont envoyé des questions, puis ça nous a inspiré pour notre conversation. J'aimerais ça en poser aussi directement des questions qu'on a reçues, concrètement. Il y a Alexandra qui nous a demandé, quand on a fait une grosse gaffe, ou une grosse erreur qu'on regrette, comment est-ce qu'on peut appliquer l'autocompassion à justement quelque chose qu'on n'en file pas bien, là, tu sais, je sais pas, genre, j'ai été infidèle, puis j'ai de la misère à vivre avec ça. Justement, comme quand il y a quelque chose qu'on regrette du passé, tu sais. Ou au travail, même quelque chose qu'on a fait une erreur, puis que ça a coûté full à l'entreprise. Genre. On n'a pas de précision. Non, c'est ça, on sait pas, Alexandra. C'est nous qui s'imaginent. C'est quoi la gaffe? Mais je dirais que commencer par comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui a motivé à faire cette décision-là? Parce que cette décision-là a été prise quand même dans un contexte avec une conscience spécifique, un moment où est-ce que toi, t'étais ou vous étiez dans un moment de crise possiblement, ou un moment où est-ce que quelque chose était non répondu chez vous. Fait d'aller comprendre un peu de façon curieuse, sans se juger, qui est un peu une approche plus d'autocompassion, de dire, bon, what was really happening for me? Qu'est-ce qui se passait pour moi dans ce moment-là? Qu'est-ce qui a motivé à faire cette décision-là? Après ça, de se demander, mais pourquoi j'ai de la misère à me pardonner? Est-ce que c'est la conséquence qui est arrivée? Est-ce que c'est la façon dont j'ai agi? Est-ce que c'est l'impact que j'ai eu sur les gens? Est-ce que je me reconnais pas? D'aller vraiment chercher, comme je dis, la curiosité, une approche à vraiment mieux se comprendre. Puis l'autocompassion peut nous aider à poser les bonnes questions, sans se juger à travers tout ce qu'on a fait. Puis de se poser ces questions-là, de regarder avec curiosité, de non-jugement, avec la compassion, on peut vraiment être plus flexible dans la réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois. Comment venir chercher un petit peu d'acceptation par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, puis comment on peut
avancer dans cette situation-là. Ça nous permet aussi d'avoir plus de courage de prendre nos responsabilités. Tu sais, par exemple, avec une infidélité, Esther Perel, elle parle vraiment bien de ces choses-là, puis elle dit, quand on a une infidélité, la personne qui est infidèle, souvent, ça représente quelque chose de beaucoup plus grand dans le couple. Mais c'est d'aller chercher, de devenir comme le chevalier du couple, puis d'aller vraiment prendre les responsabilités, to be accountable pour qu'est-ce qui est arrivé, puis de prendre ça en force aussi, comment le couple tient, comment tu tiens au couple, puis comment tu commits au couple à travers, mettons, dans cet exemple-là. Si c'est quelque chose au travail, mais aussi de demander, est-ce que ça représente quelque chose de plus grand pour moi? Est-ce que j'ai une insatisfaction ici? Est-ce que c'est vraiment mon chemin? Possiblement que oui, si la réponse n'est pas toujours non, mais de te permettre de te poser des questions peut venir aller chercher un peu plus de pardon. Puis un peu plus de sentiment de power, parce qu'on se sent beaucoup impuissant quand on fait des choses qu'on regrette. Ouais. Puis on tombe vite dans la honte. Puis la honte, c'est bien parce que ça nous aide à rester dans le groupe. Mais c'est pas bien quand ça nous aide, quand ça nous sépare du groupe aussi. Quand on a tellement honte, quand ça va tellement loin qu'au contraire, on s'isole puis on n'est plus capable de... Exactement. Ouais, c'est ça, de voir que l'autocompassion dans quelque chose, tu sais, envers nous, dans nos erreurs, puis dans nos... C'est ça, dans les choses qu'on regrette, mais ça nous amène à se responsabiliser. Puis je trouve que c'est tellement quelque chose, des fois, qui me manque dans des relations. On dirait il y a juste on se passe la patate chaude du blanc, là, parce qu'on n'est pas capable de prendre le bout qui nous appartient, parce qu'on n'est pas capable de le voir, parce que là, on a trop honte. Puis là, comme là, fait qu'on veut juste que ce soit tellement d'humilité. Ouais. Ça prend tellement de courage. Tu sais, surtout quand c'est une relation où tu te sens un peu en sécurité. Tu sais, je dirais que c'est une relation super toxique ou comme maltraitante au travail, où est-ce que t'es vraiment pas safe, comme on va prendre ça une autre approche. Mais si c'est une relation comme intime où tu cares vraiment pour la personne, mais l'autocompassion peut venir t'aider à, comme on disait un peu dans la définition, t'aider à te rappeler, ben, il y a plein de gens sur cette planète qui font des choses qu'ils regrettent. Ça fait partie de l'expérience humaine de faire des erreurs. Je suis une humaine. C'était vraiment pas mon meilleur moment. J'aurais aimé ça faire un autre choix. Dans ce moment-là, j'étais triste, j'étais seule, j'étais abandonnée, j'étais incertaine, whatever it was. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis différente. J'apprends de mes réponses. Tu sais, c'est pas dire comme t'es parfaite, t'es la meilleure, tu vas jamais faire une autre erreur. C'est pas réaliste. Ton cerveau va pas l'accepter. Ouais. Ça m'est utile, je trouve aussi dans ma parentalité, tu sais, dans ma maternité. Des fois, il y a quelque chose avec ma fille, je sais pas, je veux la contrôler, puis peu importe, là, si je fais quelque chose puis je le regrette, mais quand j'applique l'autocompassion envers moi de pourquoi j'agis comme ça envers ma fille, ou parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma famille depuis des générations, puis c'est comme ça qu'on m'a parlé enfant, fait que je ne connais rien de mieux, puis de honner ça, ce que ça crée comme espace en moi, c'est d'être capable d'aller m'excuser après puis de réparer. Exactement. Et c'est ça qui est plus important, parce que moi je pensais là, quand je suis devenue mère, que j'allais être parfaite et que moi je serais celle qui fuckerait pas son enfant. Mais bon, quelques semaines plus tard, après sa naissance, je me suis dit bon ben on a déjà raté. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est comme dis quoi the next best thing, parce que ça se peut pas être parfait comme parent, tu sais, c'est comme toute une vie, mais c'est ça d'avoir de la compassion puis d'être capable de réparer. C'est ça dont ils ont besoin nos enfants. Ils veulent pas des parents parfaits, ils veulent des parents qui sont capables d'être présent à ça puis de réparer. Mais c'est vraiment dur de se dire comme de faire confiance à cette approche-là aussi. De dire comme, parce que c'est un peu nouveau, comme dans notre génération aussi, de commencer à se poser des questions de comme, OK, comment... Mais je veux dire, je veux pas nier les générations avant nous, là. Mais je pense qu'on a accès à beaucoup d'informations, on a accès à ces thèmes-là qui nous aident aussi à se poser des questions sur est-ce que je veux faire les choses différemment? À quoi ça ressemble pour moi? Qu'est-ce qui fit pour notre système familial? Puis comment fait-on pour vraiment réparer, comme pour de vrai? Moi, ça passe par m'excuser souvent, de nommer mes émotions, puis comme qu'est-ce qui était vivant en moi à ce moment-là, puis vraiment de m'excuser. Je sais pas, il y a probablement d'autres façons, puis d'autres étapes que je connais pas encore, mais c'est un vraiment bon début. Puis, tu sais, aussi de comment aller chercher à bâtir la confiance. Et je pense que Brené Brown, elle a vraiment une bonne définition de la confiance par son acronyme BRAVING.
Mais tu sais que ça inclut l'idée d'avoir des boundaries qu'on respecte, d'être intègre, d'assumer le mieux de la personne. Puis souvent, quand on est dans un conflit ou un bris, ou comme même quand on fait une erreur qu'on regrette, on n'assume pas le bien de nous-mêmes. Tu sais, on n'assume pas qu'on faisait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait dans ce moment-là. Ouais, puis qu'on a fait toutes sortes d'autres très, très bonnes choses aussi. C'est comme si ça vient occulter tout ça à ce moment-là. C'est ça, fait que c'est de refaire ta confiance avec toi, de refaire ta confiance avec ton enfant comme dans cet exemple-là, puis de rebâtir doucement ce lien-là à travers la réparation. Puis ça se fait pas juste dans l'excuse. T'as aussi comme plein d'expériences avant qui fait qu'il y a déjà une confiance. Oui, la confiance n'est pas brisée comme complètement souvent dans la première. Une fois, puis là, finalement... Parce que t'étais en retard à l'école, là. Le vase est brisé, puis notre relation est fuckée. Puis ça m'amène à une autre question qu'on a reçue que je trouve vraiment intéressante par Audrey. Comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on peut être un modèle d'autocompassion pour nos enfants, ou tu sais, de le verbaliser, parce que je sais que moi, mettons, la régulation d'émotions, si je fais juste dire à ma fille de le faire, ben ça ne tente pas. Fait que, quand elle me voit être en train de le faire, de respirer, de trouver des façons de me réguler, mais elle finit par le faire par elle-même. Fait que l'autocompassion, comment est-ce qu'on peut justement être cet exemple-là, puis... C'est comme je disais tantôt, je suis pas experte dans l'enfance et l'adolescence. Fait que je dirais qu'on passe d'ailleurs par nous-mêmes. Je dirais qu'avec moi, des fois, ça se présente, par exemple, quand moi et mon conjoint, on peut avoir des moments où est-ce qu'on n'est pas sur la même page, puis parfois on peut se chicaner, mais des fois, c'est de nommer aussi. C'était tellement comme un beau moment qui nous a vraiment sorti de notre colère quand à un moment donné, notre fils s'est dit « Ah, maman fâchée! Ah, papa fâché! » Mais il a compris c'était quoi d'être fâché, pas parce que je lui ai montré dans un livre, mais parce que quand on est fâché, on se tourne vers lui et on lui dit « Maman fâchée! Maman, papa se parle, c'est un moment difficile. » Des fois, ça passe par notre propre pratique d'autocompassion, puis de partager aussi notre réflexion avec notre enfant, comme « Ah oui, c'est la 3e fois que je fais mon podcast, puis c'est vraiment dur pour moi. » Puis des fois, j'ai de la misère avec ces moments-là, mais j'essaie d'être gentille avec moi. Puis qu'est-ce que... C'est juste d'exprimer ton processus par rapport à ça, plus compatisant, de le modeler. Ils apprennent tellement en nous voyant aller. Là. Je t'ai dit, j'étais comme, est-ce que je partage l'histoire du fâché? Mais c'était tellement puissant. Puis ça arrive aussi quand on est content, quand on joue, quand on danse, puis qui nous voit être heureux. Il dit, maman, papa, content, tu sais. Puis ici, c'est quoi ça veut dire? Il y a juste 2 ans, mais parce que on le nomme quand ça l'arrive. Il y a des repères. Fait que là, il sait que quand il voit ça, ben c'est ça que ça veut dire. Puis, mettons, si t'es fâché, ben puis tu sais, si tu le verbalises, justement, il se demande pas, ben est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est parce que je m'y t'en même plus, tu sais? On nous responsabilise dans notre discours, Discord, c'est ça? Discord. Je traduis. Puis on lui enlève la responsabilité. Puis c'était difficile, vraiment, pour moi. Je tombais et je tombe encore dans la honte des fois quand on a notre Discord, moi et mon conjoint. On n'en a pas super souvent, mais on est un couple normal. Je suis pas parfaite, il est pas parfait, même s'il est presque. Mais dans le sens que je tombe dans la honte parce que c'est comme, je suis pas fière de moi dans ces moments-là. Tu sais, j'aimerais ça show up différemment. J'aimerais ça que ça soit dans l'harmonie et la douceur tout le temps, mais ça passe par le conflit aussi, parfois, pour se comprendre puis arriver à une nouvelle vraie harmonie, à retrouver, comme là, je pense à Alex, mais tu sais, à retrouver comme le son. Oui. Tu sais, ça prend la pratique. Ouais, puis c'est que si on le vit pas, cette affaire-là, cette non-harmonie qui se passe, là, puis qu'on la cache en dessous d'une fausse harmonie, mais les enfants, ils le sentent de toute façon, puis ils sont encore plus égarés. Tu sais, je pense juste à ma propre enfance. Mes parents, ils le verbalisaient pas, puis ils voulaient pas se chicaner devant nous, mais quand ça allait pas entre eux, on le ressentait, puis de pas avoir de repères ou d'explications. C'est ça, comme tu dis, ça nous laisse à nous devoir s'expliquer les choses. Est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Se poser les questions. Puis souvent, c'est ça qui incarne chez les gens, tu sais, comme un sentiment de responsabilité, comme c'est moi qui cause, parce qu'en tant qu'enfant, on n'est pas capable de comprendre que nos parents sont pas l'idéal qu'on a imaginé. Fait qu'on se l'approprie nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est ma faute. Donc, c'est moi. Puis je suis l'origine de ce qui se passe en ce moment. Oui, parce que c'est la personne qui est supposée de prendre soin de moi. Mais même comme cet été, j'ai eu un moment vraiment difficile, puis je pleurais, puis j'ai eu comme un moment parce que, tu sais, mon fils me regardait, puis j'étais comme, est-ce qu'il faut que j'arrête de pleurer? Est-ce qu'il faut que je sois forte pour lui, pour pas comme que ça soit son core memory, puis qu'il pense juste à moi en train de pleurer tout le reste de sa vie. Puis qu'il parle de son thérapie. C'est ça. C'est exactement. Je me suis dit,
non, ça c'est, je n'ai parlé avec mon conjoint, il m'a aidé aussi à comme process ça, mais c'est normal, tu sais, que j'ai de la peine, puis je dis, regardez, maman a de la peine, c'est pas de ta faute, comme, je prends soin de moi en ce moment, puis il comprend pas, il y a 2 ans, vraiment, il comprend pas exactement, tu sais, c'est plus pour moi, pour me rassurer, puis rester dans ma compassion aussi, mais ça l'aidait aussi, je pense, tu sais, t'es un enfant, tu peux jouer, tu peux être toi, puis moi, je peux être moi, puis on peut vivre ces choses-là ensemble sans qu'ils deviennent comme, qui soit la responsabilité familiale, tu sais, à cause de mon expérience. Je pense que c'est un travail qui va se faire avec le temps. Puis quand on parle d'autocompassion, mais c'est de pratiquer nous-mêmes, c'est d'apprendre les émotions à nos enfants, de pas avoir peur de leurs émotions, d'apprendre la co-régulation. Nous, on fait ça depuis depuis que notre fils est vraiment jeune, c'est de pratiquer notre respiration pour le calmer lui. C'est dur, là, quand on est tout le monde triggered, puis il y a quelque chose qui arrive dans le système, puis on veut comme... Mais de dire, OK, je vais respirer, ça va aider. Ça fait un peu comme contre-intuitif. Ouais. Et je dis pas comme on parlait d'autobus tantôt, c'est pas comme s'il est dans le milieu de la rue, puis genre l'autobus passe, puis je vais respirer parce qu'il va être correct. C'est pas ça, là. Mais tu sais, il vit une émotion, je me calme, ça lui calme, on co-régule ensemble. Puis j'ai comme une histoire qui m'a été contée par ma belle-sœur qui gardait notre fils, puis ça arrive vraiment pas souvent, puis c'est comme une des premières fois qu'il se couchait seul. Puis elle me dit qu'il pleurait, il était sur le bord de la porte, puis il disait comme « je veux ma maman, je veux mon papa ». Puis elle a dit, il a pris une grande respiration, puis il s'est comme collé, puis il a respiré. Ouais. Puis elle était tellement étonnée, puis il a comme pris quelques petites respirations, puis il a fait comme un peu comme un genre de OK, puis il est venu se coucher, tu sais, puis je me suis jamais assise avec lui puis montré, fait un câlin quand t'as des grosses émotions, mais je le prends dans mes bras quand il y a des grandes émotions. Je respire profondément avec lui. Je pense quand il est plus grand, tu sais, je peux lui expliquer un peu ces processus-là, mais tu sais, c'était comme, j'ai trouvé ça trop cool que c'était incarné en lui, c'est de façon aussi inconsciente. Puis j'étais même pas sûre que j'allais partager ça aujourd'hui parce que c'était comme un moment vraiment personnel, tu sais, dans notre vie, là, mais c'est beau, puis c'est un exemple très intime, mais ça résonne avec nos expériences de parents, de dire mais c'est ça que je veux pour mon enfant, qui ait accès à ces outils-là, puis c'est pas de leur forcer, parce que tu sais, moi j'ai bien essayé, j'ai acheté un livre de méditation puis de yoga avec Petit Ours puis tout ça, mais Claire elle voulait rien savoir, mais tu sais, si moi je le fais, elle vient à côté de moi, puis tu sais, il y a quelque chose qui s'intègre tranquillement, puis ce que j'entends aussi de tout ça, c'est comme parents d'être conscient de la honte qui nous bloque dans peut-être ces moments-là quand on est triggered, de faire comme si on l'était pas, de la culpabilité, puis d'avoir de l'autocompassion pour nous qu'on est en train de vivre ça. Mais c'est normal que je suis triggered parce que ça fait 3 heures qu'il me crie après, tu sais, peu importe c'est quoi, là, de dire comme mais lui aussi, comme il veut s'exprimer, c'est pas encore comment, il explore sa voix, tu sais, comme ça nous permet d'être plus dans le moment, puis d'être plus dans notre humanité ensemble, puis de se reconnaître. Tu sais, d'être en équipe dans la situation, plutôt d'être un contre l'autre dans la situation. Cette semaine, moi aussi, je partage un truc personnel, mais comme pas trop intime, mais cette semaine, en tout cas, ma fille, elle a croisé une amie à l'épicerie, puis elles se sont mises à jouer vraiment, puis à un moment donné, on embarquait dans le jeu les 2 sets de parents, puis tu sais, à un moment donné, c'était comme, ben là, c'est terminé, on est aux caisses, puis on veut sortir de l'épicerie. Puis là, bon, les filles se sont mises à courir, puis ils ont comme dépassé les limites. Puis moi, ça m'a vraiment trigger parce qu'il y avait évidemment mon sentiment de honte, de comme, qu'est-ce que les gens de l'épicerie pensent de moi, je suis quel genre de merde. Tu sais, il y a ça qui est parti, fait que ça m'a vraiment trigger. Puis je me rendais compte en lui parlant, je commençais déjà à avoir cet espace-là pour faire, OK, je suis trigger pour ces choses-là. Et je lui ai nommé comment je me sentais, puis j'ai dit, j'ai de la colère, puis là, je vais respirer. Puis là, je l'ai fait dans la voiture, puis elle a dit, OK, je te laisse respirer, maman. Puis là, j'ai vu que dans le rétroviseur qu'elle respirait elle aussi. Puis là, bon, après ça s'est calmé. Puis je me suis excusée d'y avoir parlé comme ça. Puis là, après ça, elle a dit, maman, moi aussi, je m'excuse, c'est que je voulais continuer à jouer avec mon amie. Puis là, je voyais qu'elle aussi, elle avait eu le temps d'avoir un petit peu de recul pour comprendre pourquoi elle avait agi comme ça, tu sais. Puis j'étais genre, c'est tellement magique. Tu n'as même pas dû lui dire. Non, j'ai pas dit, là, dis-moi pourquoi t'as fait ça, puis tu vas t'excuser. J'ai pas demandé d'excuses, mais elle l'a fait elle-même. J'étais genre, wow, OK, ouais, ça a vraiment un pouvoir transformateur pour la famille, là, tu sais. J'aurais
pu faire une punition, là, puis fonctionner comme ça, de moi m'être régulée puis d'avoir eu de la compassion pour pourquoi j'avais agi comme ça. Wow, l'effet était magique sur la famille. Là. Vraiment. Puis comme dans des moments similaires à ça, si l'enfant n'a pas la capacité d'insight ou il n'a pas déjà comme trouvé sa propre explication, pour nous, c'est d'être curieux aussi. C'est d'être comme, OK, qu'est-ce qui se passait pour toi? T'étais fâché, t'étais triste, je sais pas, t'étais excité, t'étais content, comme, rester avec les mots plus simples pour eux. Puis même quand que tu veux, mettons, modeler l'autocompassion, tu peux lui demander, mais OK, si toi, ton amie, elle jouait, mettons, puis sa maman lui disait, c'est temps de partir, puis elle était vraiment fâchée, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais à toi? Tu sais, comme d'explorer, comme la question vraiment, souvent, c'est vraiment la question de l'ami. Qu'est-ce que tu dirais à ton ami? Qu'est-ce que tu dirais à toi? Puis souvent, quand on pose cette question-là à des adolescents, on voit comme s'ils sont capables d'être aussi gentils avec un et l'autre, des fois, on les aide à trouver des mots pour eux-mêmes en pensant à l'ami. Puis c'est vraiment comme une question qu'ils peuvent commencer à se poser eux-mêmes. C'est une question quand même assez simple. Qu'est-ce que je dirais à un ami? Ouais, c'est ça. C'est bon pour les adultes aussi. Oui, ou un être cher à tout le monde. À quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que je dirais? Oui, vraiment. Puis de prêter attention, leur donner les mots, parce que souvent, leur dialogue interne d'autocritique, ça vient des adultes dans leur vie. C'est que ce soit le parent, que ce soit un coach, que ce soit quelqu'un en qui ils ont confiance. Fait que de développer aussi une communauté d'attachement sécure, une communauté de parents ou d'adultes ou de mentors dans la vie de cet enfant-là qui sont compatisants, qui sont accueillants, qui sont aidants pour cet enfant-là. Ça les aide aussi à développer un dialogue interne différent. Et créer une nouvelle génération qui est dans l'autocompassion, qui peut ensuite avoir des enfants qui No pressure! Juste ça, là, c'est juste ça. C'est tellement riche, tout ce que tu viens de nous offrir. Jadis, c'est comme, je repars avec, c'est des choses un peu dans lesquelles j'ai navigué, mais on dirait que tu m'as offert énormément de clarté, des outils concrets que je suis comme, OK, je peux repartir avec ça puis savoir comment mettre en application. Donc, je te remercie. J'espère que ça aura cet effet-là sur les gens qui nous ont entendus. Et merci. J'espère que ça vous parle. Puis si jamais vous avez d'autres questions, laissez-nous savoir. Ouais. Puis est-ce que s'il y a des gens qui, là, tu as donné toutes sortes de ressources, je vais les placer en note de l'épisode parce que des fois on parle vite là, puis on parle d'un livre, un auteur, là, c'est genre c'est Peter quoi là, c'est comme, fait que je vais toutes les mettre, stressez pas tout le monde, tout sera là. Puis s'il y a des gens si jamais il y a des gens qui aimeraient ça, tu disent OK. C'est ma psychologue de rêve. Est-ce que tu as de l'espace pour prendre des nouvelles personnes en consultation? Ou Je dirais que en ce moment, j'ai quand même une pratique privée très petite qui est un peu pleine, mais j'aurais de la place. Vous pouvez m'écrire, puis au pire, je vous mets sur une liste d'attente, puis on s'écrit. Merci énormément. C'est tellement un honneur. Plaisir. Merci. Moi aussi. Wow, vous êtes encore là. Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.